Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation de threads d'horreur qui ont pour thème Halloween. Bah oui, ça approche à grands pas. Alors j'espère que vous allez kiffer ces histoires, nous on se retrouve très bientôt pour de la vidéo exclusive. Si tu veux soutenir, un petit pouce bleu, un abonnement, tu connais. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Manon. Tout d'abord, Manon, elle veut nous expliquer quelques petits détails sur sa vie. Puisque oui, ce sera quand même assez important pour la suite de l'histoire. Manon, elle a des parents qui ont toujours été là pour elle. Quoi qu'il arrive, même dans les pires situations qu'elle a dû vivre au cours de sa vie. Et justement, toute son histoire commence il y a pas mal d'années. Elle sait plus précisément quand ça commence. Mais c'était à un âge assez jeune, mais quand même assez vieux pour pouvoir sortir seule le soir et aller récolter des bonbons. Les parents de Manon lui ont toujours fait confiance. C'est pas le genre d'enfant à mentir ou à faire des farces, elle est plutôt sage. Bref, arrive le moment où elle sort, tout se passe bien. Elle retrouve ses amis, elle va toquer à des portes, elle récolte des bonbons. Y a rien d'anormal, pas vrai? Eh bien, c'est ce que Manon pensait au début. Mais à un moment, elle a pu voir que quelqu'un la suivait. Bon, au bout d'un certain temps, elle se dit que c'est quand même bizarre, même pour son jeune âge. Elle décide donc de rentrer chez elle. Et à vrai dire, du coup, dans cette soirée, il s'est rien passé d'anormal si ce n'est quelqu'un qui l'a suivi un petit peu. Elle décide donc qu'elle va pas en parler à ses parents et elle continue sa vie. Les jours et les mois défilent, même si elle est jeune, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Ou du moins, il y a quelque chose qui a changé. Elle se sent comme observée, comme s'il y avait quelque chose de lourd sur ses épaules. En fait, c'est quelque chose qu'elle ressent. Elle va pas en parler à ses parents étant donné qu'elle comprend pas vraiment ce que c'est. Comme je vous l'ai dit, les mois défilent et elle a toujours une sensation bizarre. Mais au final, il se passe rien de concret. Puis enfin, arrive un nouveau Halloween. Manon est super contente, elle retrouve des amis. Et comme à Halloween dernier, tout se passe bien à part qu'elle a vraiment l'impression d'être suivie. Elle a l'impression qu'il y a des regards sur elle. Mais quand elle regarde autour d'elle, il y a que des enfants, il y a des parents qui accompagnent leurs enfants. Du coup, elle laisse couler. Une fois arrivée à la fin de la tournée, Manon, elle décide de rentrer chez elle seule. C'est là que les choses vont commencer à prendre une ampleur hallucinante. Manon, elle est là, elle marche tranquillement, elle est contente de la petite récolte qu'elle a eue. À ce moment-là, elle a pas plus de 10 ans, elle regarde dans son sac ce qu'elle a bien pu récolter. Quand d'un coup, elle percute un homme. Elle tombe directement sur le sol. Et les bonbons, forcément, quant à eux, ils sont également sur le sol. Évidemment, elle a pas fait exprès de rentrer dans ce mec, du coup, elle s'excuse. Mais l'homme, quant à lui, il ne parle pas. Donc Manon, elle lève les yeux et elle le regarde. Sur le moment, elle a vraiment peur. L'homme a un masque horrible sur le visage. Il porte un costume taché de sang. Sur le moment, ça la fait vraiment flipper. Elle le regarde et elle lui dit « Je suis désolé monsieur. » Bon, c'est pas tout, mais ses bonbons sont quand même tombés au sol. Du coup, elle commence à les ramasser pour les remettre dans son panier. Et justement, l'homme il s'abaisse pour l'aider à ramasser ses bonbons. Sauf qu'il a toujours pas prononcé un mot. Bon, pour le remercier, Manon elle va lui sourire et elle va lui dire un grand merci. Sauf que là, l'homme va rattraper sa main, la serrer fort dans la sienne. La petite Manon, elle va crier que ce gars il lui fait mal et qu'il vaudrait mieux qu'il la lâche. Mais c'est pas du tout ce que fait cet homme. Il commence vraiment à la tirer par le bras pour l'emmener quelque part. Sauf que Manon, elle veut absolument pas suivre ce gars. Et du coup, elle se met à crier le plus fort possible histoire que quelqu'un puisse l'entendre. Puisque oui, normalement, il y a quand même pas mal de gens dans la rue. Sauf que là, il y a que des parents qui semblent choqués par la situation. Comme si, en fait, Manon, c'était une gamine capricieuse. Sur le coup, ils sont vraiment pas en train de penser que cet homme est en train de l'emmener de force. Et du coup, la seule solution qu'elle a trouvée pour le ralentir, c'est de s'allonger comme une crêpe sur le sol et de se mettre à crier et crier encore. Sauf que personne ne lui vient en aide. À un moment, l'homme lui sort « Mais ta gueule, tu vas ramener tout le monde !» Bon, heureusement, Manon elle écoute pas et elle continue de crier. Et justement, Manon elle peut voir enfin une porte de sortie. Il y a une de ses amies qui était un petit peu derrière qui a prévenu sa mère qu'il y avait quelqu'un de bizarre qui s'en prenait à elle. Et heureusement, cette mère-là, elle s'est mise à courir vers cet homme. L'homme, il a lâché la main de Manon et il s'est mis à détaler. La mère de la copine s'est approchée de Manon et lui a demandé si elle allait bien. Surtout, elle essaye de la rassurer en lui disant que ça y est, elle va appeler la police. Après un petit temps, la police est venue et Manon a été reconduite à ses parents. Et alors là, pour une fois, les policiers ils ont fait quelque chose d'assez fort. Grâce au descriptif de la maman de son ami et de la petite fille, ils ont pu arrêter ce gars. On peut donc se dire que tout finit bien, pas vrai? Sauf que non, c'est pas fini. On va donc continuer cette histoire. À cause de cet événement, vous imaginez bien que ça a laissé des traces chez Manon. Et maintenant, elle a une crainte de fou à propos d'Halloween. À tel point qu'elle supporte plus ce soir maudit.
Ce qui fait que tous les Halloween suivants, eh bien elle est restée chez ses parents ou bien une fois encore plus grande, eh bien chez elle. Comme vous l'avez compris, les années ont passé et Manon a bien grandi. Et ses parents justement, ils ont vieilli et malheureusement, eh bien ils sont morts. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez important à dire sur leur mort. Les deux parents sont morts quand elle n'avait que 35 ans. Justement, il y a tellement de choses qu'elle aurait voulu leur dire avant qu'ils ne partent. Mais elle n'y a pas pensé ou juste par manque de temps. Et justement, elle regrette beaucoup les moments qu'elle n'a pas pu passer avec ses parents. D'ailleurs, petit cut dans la vidéo pour dire que je t'aime maman. Voilà, c'est cadeau, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Bref, petit aparté fait, eh bien malheureusement les parents de Manon ils sont morts dans un accident de voiture. Alors qu'on soit d'accord, c'est déjà extrêmement grave. Mais le pire c'est que les circonstances sont vraiment folles. En fait, il y a un homme alcoolisé qui a percuté la voiture de ses parents alors que eux-mêmes venaient lui rendre visite à la maternité alors qu'elle accouchait de ses jumeaux. Ce qui fait que, en plus du coup, elle s'en veut beaucoup pour la mort de ses parents. Suite à ça, Manon elle a hérité de tous leurs biens étant donné qu'elle était fille unique. Le truc c'est qu'elle pouvait pas retourner dans la maison de son enfance. Il y avait des souvenirs assez traumatisants pour elle. Sauf qu'à un moment, elle et son mari, eh bien ils ont dû emménager dans la maison à cause de problèmes financiers. Au début, son mari voulait vendre la maison. Mais Manon, quant à elle, elle pouvait pas s'y résoudre. Donc ils ont décidé d'y emménager. Revoir cette maison, eh bien c'était beaucoup de douleur pour Manon et aussi beaucoup de chaleur. Il y a quand même eu de belles choses positives, sachant que là-bas c'est comme si elle retrouvait un petit peu de ses parents. Manon elle est quand même assez nostalgique, ça fait 6 ans qu'elle n'est pas venue dans la maison de ses parents. Heureusement pour elle, il y a un couple de voisins des parents qui venaient dans la maison histoire de faire un petit peu d'entretien. Puisque en plus d'être des voisins, eh bien c'était des amis. C'était en quelque sorte un hommage à leur frère. Donc autant vous dire que quand ils ont emménagé dans la maison, eh bien il n'y avait pas grand chose à refaire. Sachant que je vous le rappelle, maintenant Manon elle a quand même 2 petits enfants de 6 ans. Mais autant se le dire, au début c'était clairement pas facile pour Manon. Mais bon, grâce à son mari et ses petits bouts de chou, elle a enfin pu retrouver le sourire. Et en quelque sorte, elle a pu faire son deuil. Bref, les mois passent et on arrive maintenant au mois d'octobre. Le mari de Manon, il sait ce qui lui est arrivé quand elle était petite. Et il sait très bien que cette soirée-là, elle ne sort pas du tout. Ça, il le comprend très bien et c'est pour ça que c'est lui qui va s'occuper de faire le tour des maisons avec les gamins. Manon, quant à elle, elle reste à la maison pour distribuer les bonbons aux enfants qui vont passer. L'heure de faire la tournée des bonbons est arrivée et son mari part avec les enfants. Il lui dit que si ça va pas bien, elle peut aller se reposer tranquillement. Ou que si jamais il y a un problème, elle l'appelle. Elle embrasse également ses 2 petits bouts de chou et elle leur souhaite une bonne chasse aux bonbons. Le temps passe et les enfants défilent à la porte. Il y en a tellement qu'elle ne regarde même plus à l'œilleton pour voir qui c'est qui frappe. Alors quand quelqu'un sonne à la porte, eh bien elle s'empare directement du saladier à bonbons et elle ouvre en grand la porte. Sauf qu'elle va avoir la peur de sa vie. Elle voit son pire cauchemar devant chez elle. Un homme avec le même masque que quand elle était petite. Le gars porte également un costume taché de sang. Cette scène-là, elle a l'impression qu'elle a duré des heures. Sauf qu'au final, elle le sait très bien que ça a duré quoi, même pas 10 secondes. Et heureusement, elle a un réflexe de fou malade, elle referme directement la porte. Et justement, l'homme qui était sur le porche, eh bien il a dû se rendre compte de rien. Étant donné que sur le moment, il a même pas essayé d'agir ou quoi. Sauf qu'une fois la porte fermée, il a directement essayé de l'ouvrir. Et Manon a directement verrouillé la porte et elle a mis une petite chaîne. Elle court ensuite directement vers la porte de derrière pour la fermer. Et dehors, elle peut entendre que cet homme est en train de courir, puisque lui aussi a eu la même idée qu'elle. Là, Manon, elle capte un petit truc. Tout à l'heure, elle a fait quand même pas mal de ménage et elle a ouvert en grand les fenêtres pour aérer. Et elle se dit que s'il s'en aperçoit, eh bien elle est dans la merde la plus totale. Et elle sait qu'elle peut pas les fermer, sinon lui il va avoir l'idée de passer par la fenêtre. Elle décide donc de prendre son téléphone et de monter à l'étage. Elle commence à entendre des bons gros coups violents dans la porte. Et ça devient de plus en plus violent. En localisant un petit peu le bruit, elle entend que ça vient pas de la porte de devant, mais bien de la porte de la cuisine qui est un petit peu moins solide. Elle est pas dupe Manon, elle sait qu'avec une telle force, la porte va pas tenir 150 ans. Elle décide donc de monter dans le grenier et de bloquer la porte avec tout ce qu'elle trouve. Elle appelle directement son mari et lui dit de ne pas rentrer. Et surtout, de ne pas mettre les enfants en danger. Elle pleure comme une madeleine et son mari essaye de la rassurer. Sauf que, comme elle se l'imaginait, eh bien la porte de la cuisine n'a pas tenu. Elle le dit directement à son mari et son mari lui dit de raccrocher l'appel et de téléphoner à la police. Il lui dit que de son côté, il a réussi à mettre les jumeaux en sécurité. Là, Manon, elle pleure toutes les larmes de son corps. Les bruits de son cœur deviennent de plus en plus brutals. Limite, elle a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine. Elle appelle la police et elle décide de chuchoter. L'opératrice au téléphone a du mal à l'entendre et lui demande de répéter certaines choses. Elle essaye de la rassurer du mieux qu'elle peut en lui disant que la police va pas tarder. Par contre, elle lui dit une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas raccrocher. En même temps, Manon peut entendre que cet homme cherche dans toute la maison. Mais par manque de bol, Manon elle éternue à cause de la poussière. Et forcément, elle le sait que ce type l'a entendu. L'homme qui jusqu'alors était silencieux se met à dire « Je sais où tu es !» Et cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Juste après avoir dit ça, il se met à défoncer la porte.
Manon elle a vraiment peur et elle se met à crier qu'il faut vraiment que la police magne son cul. En même temps, elle crie à l'individu que la police va pas tarder à arriver. Sauf que l'homme derrière la porte, il se met à rire tout en défonçant la porte. La police, c'est marrant, tu crois que je suis sorti comment de ce centre? Manon, elle est de plus en plus terrifiée. Les battements de son cœur, c'est vraiment une machine de guerre. Sauf que maintenant, Manon, elle peut entendre qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Elle comprend très vite qui c'est son mari étant donné qu'il se met à gueuler son prénom. Sauf que là, il y a une chose vraiment horrible pour elle. Elle sait qu'il va forcément faire la rencontre de cet homme. Mais elle ne peut rien faire pour lui. Puisque si elle sort, ça va pas aider son mari. Très peu de temps après, elle peut entendre le gars derrière la porte dire « Eh bien, on a de la visite !» Je m'occupe de lui et je reviens. Juste après avoir dit ça, les coups sur la porte sont arrêtés. Et le silence fait son apparition. Enfin, très peu de temps étant donné que son mari continue de gueuler son prénom. « Manon, tu es où ma chérie ?» Là, elle peut pas nous dire ce qui s'est passé, juste elle a entendu un énorme boom. Ensuite, elle peut entendre le bruit d'une bagarre dans la maison. Manon, elle est en pleurs et elle explique la situation à l'opératrice. Elle leur demande de vraiment venir au plus vite. Elle leur dit qu'autrement, eh bien c'est son mari qui va mourir. Elle peut entendre que dans la maison, la bagarre n'est pas finie. L'opératrice au téléphone lui dit de ne surtout pas bouger et de bien rester cachée. Sauf que ça y est, dans la tête de Manon, il y a un truc qui se passe. Elle s'en fout. Elle décide de sortir de là pour aller aider son mari. Ce qui l'a poussée à faire ça, c'est qu'il y a une pensée qui vient dans sa tête. Elle ne veut pas avoir à enterrer quelqu'un qu'elle aime de plus. C'est vraiment hors de question. Elle décide donc de dégager tout ce qu'elle a mis devant la porte. Elle ouvre et au passage dans le couloir, elle décide de prendre un vase. Et elle se met à courir en direction du bruit d'où vient la lutte. Et malheureusement, elle peut voir que son mari n'a pas le dessus. Il est en train de se défendre comme il peut et l'homme est au-dessus de lui. Là, elle cherche pas à comprendre. Elle se met à écraser le vase sur la tête de ce gars. Heureusement, son mari qui était au sol l'a vu venir. Et il a réussi à se protéger des bouts de verre qui tombaient. Mais l'homme, quant à lui, il l'a pas vu venir. Et heureusement, il a l'air totalement sonné. Sauf que Manon, elle est prise d'une rage folle. Et elle va pas du tout s'arrêter là. Elle se met à donner des énormes coups de poing et des énormes coups de pied à ce gars. Comme elle le dit, elle était vraiment en hystérie totale. Elle était réellement sur le point de le tuer. À tel point que sur le coup, elle sait pas du tout qui l'a arrêté. Est-ce que c'est son mari ou l'un des policiers? Mais il y a bien quelqu'un qui l'a arrêté et empêché de commettre un meurtre. Et du coup, ça aurait pu être elle qui aurait été en prison. Suite à cette intrusion et agression, eh bien l'homme a été arrêté. Après ça, les policiers lui ont appris que cet homme s'était échappé de son asile depuis 3 ans. Et que forcément, par conséquent, cet homme était recherché depuis 3 ans. On sait pas ce que c'est, mais il a une certaine maladie qui nécessite un certain traitement. Après cette histoire, Manon a décidé de vendre sa maison. Il y avait bien trop de souvenirs douloureux pour elle. Et surtout une peur, celle que cet homme s'échappe de nouveau. D'ailleurs, pour vous dire à tel point cet homme était un petit peu foufou, eh bien pendant l'interrogatoire, il a avoué que pendant ses 3 ans de liberté, il est venu chaque soir d'Halloween en espérant voir Manon. Alors je vais vous le dire, j'ai kiffé vous raconter ce thread d'horreur. Qu'on se le dise, il est clairement pas cool à vivre. Je pense que Manon, elle a pas trop de chat dans sa vie pour l'instant. Bon, je lui souhaite clairement que la roue tourne comme dirait un certain gars. Aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire qui nous est racontée par Léo. Enfin, par moi, mais c'est Léo qui l'a postée sur Reddit. Ce qu'il faut savoir sur Léo, c'est que c'est quelqu'un qui aime Halloween un petit peu comme tout le monde. Ni plus ni moins. Eh bien, toute son histoire, elle commence en septembre. Et tout le bloc devant chez eux est orné de toiles d'araignée. Il y a des lumières violettes et oranges. Il y a toutes sortes de décorations gonflables de monstres et de ghouls. À un moment, Léo et sa femme, ils doivent traverser la ville pour aller chercher leur fils à l'école. Léo, il demande à sa femme, mais tu penses pas que c'est un petit peu ridicule tout ça? Ils arrivent à la grande place de la ville et il y a des sorcières et des zombies qui rôdent un petit peu partout. Enfin, du moins des humains qui sont déguisés en zombies et sorcières. D'ailleurs, en parlant de ce petit groupe, ils sont assez vite rejoints par d'autres méchants de films d'horreur, ou bien des personnages vraiment macabres. Et je comprends pas, Halloween c'est que dans 2 mois, pourquoi ces gens ils s'habillent déjà comme ça? Sa femme Lia, elle sait pas forcément, elle hausse les épaules et elle lui dit: ouais c'est un peu bizarre ici mais je sais pas, j'aime bien moi, c'est festif. Ouais t'as sûrement raison, et puis de toute façon je pense que Mason va adorer ça. Et clairement il a pas eu tort, son fils Mason il a adoré toutes les décorations d'Halloween. Bon, peut-être que vous l'avez déjà compris, mais la famille de Léo s'est installée dans une petite ville il y a même pas 1 mois. Donc pour eux, il y a tout qui est nouveau ici. Les semaines suivantes se sont écoulées et l'ambiance d'Halloween s'est encore amplifiée. À ce stade, la moitié de la ville est déguisée avec un costume, comme si on était le 31 octobre. Bon, Léo, il a l'habitude de voir des serveurs et des caissiers déguisés pour Halloween. Mais là, c'est carrément un autre niveau. On arrive le 24 septembre et Léo, il va faire une rencontre assez bizarre. Il va tomber sur un mec avec un costume complet de Pennywise. Et ce gars va l'examiner sous toutes les coutures. Et Léo, il peut remarquer un truc, c'est que le costume, il est hyper authentique.
c'est pas un truc à 2-3 € au magasin. Le visage du clown est d'un blanc fantomatique avec des taches rouges sur les joues et le nez. Un costume de clown grandeur nature. Et ses yeux, n'en parlant même pas, ils sont d'un jaune démoniaque. Léo, à ce moment-là, il a l'impression que c'est carrément Bill Skarsgård qui le fixe réellement. Et ce clown-là, justement, il l'a regardé 2 fois entièrement de la tête aux pieds. Après, il a fini par claquer sa langue et secouer sa tête. Puis il s'est mis à dire un truc à Léo. « Tu devrais être vraiment plus festif. » Il va se mettre à glousser et lui tendre son sac de course, ainsi qu'un ballon rouge. Puisque oui, ce gars-là, c'est un employé qui met les courses dans les sacs. Et Léo, il a pris son sac de course, mais sûrement pas le ballon. Il est parti du magasin et il s'est dirigé vers sa voiture plus effrayé que jamais. Léo, il appelle directement Lia et lui raconte l'histoire. « Tu sais pas ce qui vient de m'arriver ? Il y a un Pennywise qui vient de m'inspecter de la tête aux pieds. Il m'a regardé comme si c'était moi qui était bizarre de pas être en costume 1 mois avant Halloween. » Sa femme, elle rigole un petit peu et elle lui dit que ouais, dans cette ville, ils doivent un petit peu trop kiffer Halloween. Et elle rajoute qu'au final, peut-être que eux aussi devraient se déguiser, histoire de coller avec l'ambiance générale de la ville. Et justement, cette nuit-là, Léo, il a fouillé dans son placard. Et ouais, il y a 2 articles qui peuvent correspondre à des costumes. Il a des oreilles de chat en plastique et une cape noire avec des nuages rouges dessus, qui est donc le costume d'Akatsuki dans Naruto. Et forcément, il se dit que comme costume, c'est pas terrible. Il a donc décidé de les laisser tranquillement dans le placard. Le 1er octobre va arriver et les choses sont devenues différentes. Maintenant, il y a presque tout le monde dans la ville qui est en costume. Que ça soit dans les rues, dans les magasins, au travail, c'est vraiment partout. Et il nous dit vraiment que les costumes que les gens portent, c'est pas des trucs bas de gamme. Léo, il a carrément pu voir Jack Skellington, vraiment habillé comme dans le dessin animé. Il promenait son chien qui lui aussi était déguisé. Il avait une sorte de crinière de lion et Léo, il en a supposé que c'était Mufasa dans le Roi Lion. Maintenant, Léo est enfin arrivé à son travail et il a pratiquement crié en regardant à sa droite. Normalement, ici se trouve Steve, son collègue. Sauf que non, en regardant à droite, il voit pas Steve, il voit Freddy Krueger qui lui sourit avec des dents toutes pourries. Et l'autre partie du visage, elle est toute fondue. Il nous dit que franchement, le niveau de détail, c'est quelque chose de magnifique. Et en même temps, très flippant. Ça le dégoûte, ça lui donne des gros frissons. En plus, il y a un détail hyper chelou. Normalement, son collègue, il parle pas mal et avec une voix un petit peu fluette. Et là non, il reste bien silencieux. Il lui fait juste des signes de la main, sachant que sur cette main, il y a un gant avec des lames de rasoir. Et Léo, à première vue, il peut nous dire que c'est clairement pas des trucs en plastique. Là, ça en est trop pour Léo. Il décide de baisser la tête et de se concentrer sur son travail. Bon, de temps en temps, il peut voir des collègues défiler dans les couloirs. Il peut voir qu'il y a pas mal de ses collègues qui prennent des pauses. Et rien qu'à leur regard, il sait que ces gens-là, ils approuvent pas sa tenue qu'il a. Lui, il est tranquillement avec une petite chemise et un pantalon classique. 1 heure après sa pause déjeuner, Léo a levé les yeux de son dossier pour voir son supérieur dans son bureau. Alors physiquement, il savait pas que c'était elle, mais il a quand même bien reconnu la voix de cette femme. Elle porte un costume de sorcière totalement terrifiant. Sa peau est peinte en vert vif et son nez maintenant est 2 fois plus long. Sa robe est noire et tombe au sol. Elle lui demande s'il peut la suivre et c'est ce qu'il va faire. Sur le chemin, elle lui dit « Léo, je voudrais juste te parler de quelque chose ». En entendant ça, il panique un petit peu et il se dit qu'il a dû faire une connerie. Mais elle le stoppe et elle le rassure. « Non, t'inquiète, tout va bien pour le boulot. Je veux juste te parler d'autre chose. Écoute, je sais que t'es nouveau ici et certains d'entre nous ont remarqué que tu ne portais pas de costume ces dernières semaines. Tu sais, ici nous aimons commencer à porter nos costumes d'Halloween 2 mois avant Halloween. Est-ce que t'aurais pas un costume à la maison? Si tu veux, t'as ma permission de rentrer chez toi et de te changer. » Léo, en entendant ça, il est un petit peu confus et il répond « Je sais pas si j'ai quelque chose d'aussi extravagant que tous les costumes ici. » Bon, c'est pas grave, je suis sûr que l'on peut trouver un truc sympa au bureau. Elle se lève tranquillement et elle va ouvrir la porte d'un placard. Et dans ce placard qui est quasiment un dressing, il y a pas moins de 10 costumes complets. Tiens, regarde, on a pas mal de costumes ici. Qu'est-ce que t'en dis? Elle se met à fouiller un petit peu dans le placard et elle ressort avec des trucs. Elle est revenue avec une cape noire et un masque de Dark Vador. Léo, il la regarde un petit peu comme ça et il est tellement confus qu'il oublie de dire quelque chose. Bon, à un moment, il se met quand même à poser une question. Pourquoi les gens d'ici portent un costume aussi élaboré? À ce moment-là, la patronne de Léo, elle a sûrement mal compris sa question, étant donné qu'elle va se remettre à fouiller dans le placard. Elle va se mettre à lui sortir un grand caban violet et un smoking et lui dire « Ça te va, Willy Wonka ?» À ce stade-là, Léo, il est carrément frustré. Il a aucune idée de pourquoi il aurait besoin de se promener en costume 1 mois avant Halloween. Du coup, il demande à sa patronne « Sheila, je me sens vraiment pas très bien. Ça te dérange que je rentre chez moi et que je me repose ?» Là, la méchante sorcière a remis le costume dans le placard et l'a regardé fixement pendant au moins 2-3 minutes.
et c'est vraiment très long. Là, elle va reprendre la parole et lui dire « Je vous suggère d'en choisir un ». Là, elle a bien désigné les costumes dans le placard. Et ça avec un ton pas professionnel du tout. C'était limite comme si elle voulait l'intimider. Sauf que Léo, il en a marre de tout ça et il se met à crier « Non, c'est bon !» Là, la sorcière va répondre et lui dire « Bon, je suppose que je vais devoir en choisir un pour toi, Léo. » Elle se met à lui sourire avec ses dents jaunes et bien pourries. Léo, il a même pas le temps de se lever qu'elle est déjà en train de se précipiter sur lui avec un costume. « Allez, prends-le !» Léo, il essaye carrément de la repousser et le siège va trébucher en arrière. Il arrive à se relever assez vite et court en direction de la porte. En regardant derrière, la sorcière ne l'a pas suivi. Elle l'a appelé, mais lui, il est juste en train de courir vers son bureau pour récupérer ses affaires. Sur le chemin, il y a un de ses collègues qui lui a dit « Mais tu devrais être plus festif, Léo, sérieusement !» Et tout le long du bureau, Léo, il peut voir des gens habillés avec des costumes vraiment parfaits. Il y a Ghostface, Rick Sanchez, le lapin de Pâques. Il y a carrément une fille qui est déguisée comme 11 dans Stranger Things. Elle a même carrément un petit léger saignement de nez. Et honnêtement, Léo il peut nous dire que ces gens-là font en sorte de lui faire ressentir que c'est lui qui est bizarre de pas être déguisé. Il se sent vraiment comme un intrus ici. Il est en train de sortir du bâtiment et il peut voir que tous les yeux sont littéralement fixés sur lui. Il y a même des petits chuchotements qui se font entendre. À tel point que Léo il est totalement effrayé. Une fois dehors, il a fini par courir vers sa voiture et il est rentré chez lui aussi vite que possible. Et pour ça, il a dû passer par la place de la ville. Elle est encore plus décorée qu'avant, à tel point que ça ressemble à Halloween Town. Léo, il est totalement au bout de sa vie. De 1 parce que ça le fait flipper. Mais pourquoi ça le fait flipper? Eh ben parce qu'en fait c'est juste trop bien fait. Et surtout ils ont construit tout ça avec une rapidité de malade. Et pendant qu'il conduit, il peut remarquer qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas déguisée. Et quand ces gens-là le voient, ils le regardent bien bizarrement. Il commence vraiment à avoir de plus en plus peur. À un moment, il doit s'arrêter à un feu rouge classique. Alors oui, même s'il a peur, il s'arrête à un feu rouge. C'est bien, il suit le code de la route, bravo à lui. Trêve de plaisanterie, à un moment il tourne la tête. Et là, il peut voir Valak de la nonne qui est en train de le regarder. Ses yeux sont d'un jaune brillant et transperce Léo. Par peur, Léo a crié et il a démarré sa voiture malgré le feu rouge. Et là, ouais, il suit plus le code de la route. Quoique tu me diras, c'est pas stipulé dans le code de la route ce que tu dois faire s'il y a la nonne à côté de toi. Bref, après ça, il est rentré chez lui. Il a attendu le soir après que Mason soit au lit pour avoir une conversation avec sa femme. Lia, j'ai été agressé aujourd'hui au travail. Sa femme, elle le regarde et lui dit « Quoi? Mais par qui ?» Pour une raison que j'ignore, ma patronne voulait vraiment que je porte un costume d'Halloween aujourd'hui au travail. Et d'ailleurs, elle a une collection dans son placard et elle voulait que j'en choisisse un. Elle m'a pratiquement sauté dessus et forcé à en mettre un. La femme de Léo, elle lui répond simplement « Ah merde, c'est vraiment bizarre, t'as contacté les RH? Je pense vraiment que tu devrais les contacter. Et surtout, je pense que tu devrais pas y retourner. » Là, cette nuit-là, le couple, ils en ont discuté pendant pas mal de temps. Et au cours des semaines suivantes, la ferveur d'Halloween s'est encore plus intensifiée. Et Léo, en voyant tout ça, il est de plus en plus effrayé. Partout où il peut poser ses yeux, il y a des trucs qui le ramènent à Halloween. Il peut voir des pierres tombales avec de grandes toiles d'araignée et des épouvantails suspendus. Puisque oui, tous les voisins de Léo ont commencé à décorer leur maison. Et avec des éléments laisse tomber. Sachant que chaque jour, ils en rajoutent encore un petit peu. Toute la ville ressemble littéralement à un film d'horreur. Puis, quelques jours avant Halloween, Léo il a pu voir sa femme rentrer chez eux avec un gros sac de décoration. Là, clairement, ça en est trop pour Léo, il en a marre. Il demande donc à sa femme pourquoi elle a fait ça. Bah quoi, tu veux pas t'intégrer ici? Nous sommes ici depuis plus d'1 mois et nous avons déjà une mauvaise réputation. Franchement, je suis honnête, tu embarrasses notre famille en te montrant si trouillard. Tu peux pas être juste plus festif? Tu sais, Mason il a du mal à se faire des amis à l'école, puisque tout le monde l'appelle le gars avec le papa bizarre. Alors là, je peux vous dire qu'il faut quelques minutes à Léo pour assimiler tout ce qu'elle vient de lui dire. Ah ouais, ils disent vraiment ça? Ouais, ils disent vraiment ça. Léo il sait que son fils il a un petit peu de mal à se faire de nouveaux amis, mais il savait pas qu'en grande partie eh bien c'était à cause de lui. Donc Léo il va abdiquer et il va décider que oui ils peuvent décorer la maison. Mais franchement il le fait pas de gaieté de cœur. Dans tout ça il sait pas vraiment qu'est-ce qui l'énerve le plus. Est-ce que c'est le fait de le forcer à porter un costume? Ou bien l'ambiance générale ça en est trop pour lui? Par le passé il s'est déjà déguisé pour Halloween. Mais pas de cette façon, c'est assez bizarre. Il y a les regards de ses voisins, les chuchotements, il y a des personnes vraiment insistantes. C'est comme si tout le monde dans cette ville avait un œil sur lui. Bon, après avoir appelé les RH et leur avoir fait part de ce que la patronne lui fait, ils lui ont accordé un petit congé temporaire payé pendant qu'ils fassent leur enquête. Bon, là Léo il va nous avouer un petit truc dont il a honte.
Il a demandé à sa femme de faire toutes les corvées qui peuvent se faire à l'extérieur de la maison. Lui, il s'occupe de ce qu'il y a dedans, mais il veut pas aller dehors. Là, le plan de Léo, c'est d'attendre la fin d'Halloween. Il a espoir qu'après la fête, eh bien, la ville redevienne plus ou moins normale. Et justement, Halloween arrive enfin, le jour tant redouté par Léo. Il a demandé à sa femme d'emmener Mason faire le tour des maisons cette nuit, pendant que lui il resterait à la maison à distribuer les bonbons. Sauf que c'est un petit filou le Léo. À la seconde où la mère et le fils sont partis, eh bien il avait déjà pensé à laisser un saladier avec plein de bonbons sur le porche. Comme ça lui il pourrait retourner dans la chambre et se mater des films de Noël. Léo il est tellement stressé qu'il a même pas remarqué les costumes de sa femme et de son fils. Après quelques temps tout seul dans la maison, Léo a entendu 3 coups forts à la porte. Juste après, il peut entendre des enfants dire un bonbon ou un sort. Forcément, Léo il pense qu'il y a déjà plus de bonbons dans le saladier. Il leur répond alors attendez une seconde, j'arrive. Il part chercher un sac de friandises dans le garde-manger. Sauf que là, l'estomac de Léo il va se retourner quand il va ouvrir la porte. Il y a Sheila, la patronne de Léo, qui se tient devant l'ouverture. À côté d'elle, il y a plusieurs collègues de Léo qui tiennent un costume. Et légèrement derrière eux se tient qui? Eh bien sa femme et son fils. Mason il a les cheveux relevés et il a un costume complet comme Dash dans Les Indestructibles. La femme de Léo quant à elle c'est Madame Incroyable. Et avant qu'ils comprennent quoi que ce soit, eh bien tout le monde est rentré dans la maison. Allez chérie, on a besoin que tu mettes un costume et que tu sortes avec nous. Sa femme elle insiste un petit peu mais lui il reste bloqué. Il se demande pourquoi Sheila, sa patronne, est là. Et lui il est carrément dans un délire et il se dit que c'est pas possible. Elle aurait dû être arrêtée pour l'avoir agressée. Du coup il répond à sa femme. Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Franchement il lui dit avec un ton vraiment en colère. Il se sent trahi par sa femme et son fils qui sont maintenant avec des connards du travail. Papa, s'il te plaît, tu dois mettre un costume. Et oui, maintenant il y a même son fils qui s'y met. Sheila elle le regarde avec un horrible sourire et elle lui dit « Ouais, ils ont raison ». D'ailleurs, en parlant d'elle, elle a un nouveau déguisement. Elle a des vêtements en lambeaux et une peau grise. Il y a de profondes entailles sur son corps et son visage semble si réel qu'il peut sentir la pourriture filtrée dans l'air. Sauf que là, avant que Léo y puisse répondre, il y a 3 de ses collègues qui se sont précipités sur lui. Ils se sont mis à lui attraper les mains. Léo, quant à lui, il a grogné et il veut essayer de se battre. Mais bon, ils sont quand même 3 et lui apparemment il est pas hyper baraqué non plus. Là, il se sent complètement impuissant et trahi. Il peut maintenant voir que Lia tient dans sa main un masque d'un médecin pestiféré. Il y a un long bec et 2 cercles noirs en guise de yeux. Elle commence à s'approcher de lui et le place sur sa tête. Et il peut sentir qu'elle est en train de le resserrer bien comme il faut. Et à ce moment-là, justement, il sait que c'est pas un masque en plastique. Il sait pas vraiment en quoi c'est fait, mais il dirait que c'est en cuir et en acier. D'ailleurs, il essaye toujours de se débattre ou quoi, mais ça sert vraiment à rien, il est pas assez fort. Sachant que maintenant, sa femme a réussi à lui accrocher derrière aussi. Et justement, au moment où elle a fini de placer le masque sur lui, eh bien ils ont pu entendre un craquement fort et un grondement profond venant de la terre. Là, s'ensuit un mini tremblement de terre de quoi 2-3 secondes. Puis d'un coup, tout redevient calme. La femme de Léo va lui chuchoter un truc. Léo, écoute-moi, mets ça tout de suite. Là, elle lui tend plusieurs pièces d'un costume. En entendant parler sa femme comme ça, il a décidé de lui faire confiance. Il a pris le lourd manteau et il l'a mis. Il a mis le chapeau haut sur sa tête et il a pris dans la main la canne de l'époque victorienne. Une fois le costume mis, Léo il est prêt à dire quelque chose. Sauf que là c'est Mason qui va l'interrompre en lui disant « Chut papa, il est pratiquement là ». Léo il comprend pas ce qui se passe mais tout le monde se met à sortir de la maison. Et lui il cherche pas à comprendre et il les suit. Une fois dehors, la première chose qu'il a vue, c'est 2 étalons osseux descendre la rue. Tous les 2 sont d'un noir comme la nuit avec des yeux blancs phosphorescents. Sur leur dos, il y a des ensembles pliés d'ailes grises veinées. Et pendant qu'ils avancent, Léo il peut voir ce qu'ils sont en train de tirer. C'est un grand char noir avec 2 formes noires à l'intérieur. L'une des portes du char va s'ouvrir en grinçant. Et l'une des formes descend du char. À ce moment-là, Léo il regarde autour de lui. Et il peut remarquer que tout le monde, sa patronne, ses collègues, Lia et même Mason sont tous assis sur le sol. Et il y a littéralement personne qui bouge. Et Léo il a fait immédiatement comme eux, il s'est assis par terre. Et de là où il est, il peut sentir la présence sombre qui vient de là-bas. L'aura de cette chose est suffocante. Comme s'il avait la sensation d'être incapable de respirer. Les lumières de sa maison se mettent carrément à clignoter à chaque pas que cette ombre fait. À chaque pas, la lumière se coupe. Mais une fois arrivé devant eux, la lumière s'est complètement éteinte. La première chose que Léo a remarqué, c'est les 2 grandes cornes qui dépassent de son crâne. Elles sont si grandes que ça fait flipper Léo. La créature a une tête squelettique avec des yeux rouges brillants. Le corps, quant à lui, est recouvert d'un grand manteau qui dépasse à plusieurs endroits étranges et qui cache forcément sa véritable forme. Et qu'on se le dise, le costume de cette chose, eh bien Léo il l'a jamais vu auparavant. Sauf qu'à un moment il réalise que c'est même pas un costume. Léo il a très vite détourné le regard quand il a remarqué que l'ombre le fixait.
Il peut sentir que cette chose est en train de l'observer lentement. Il sait qu'il se fait littéralement scanner par les yeux rouges de cette créature. Léo est à bout de souffle et cette ombre se penche vers lui et lui touche lentement le masque. Il le serre légèrement entre ce que Léo suppose être son pouce et son index. Et la main de cette chose est cendrée et ridée, comme si elle avait rôti au feu pendant quoi, une semaine. Mais la créature va hocher la tête et commencer à partir. Cette créature va s'arrêter plusieurs fois et regarder quelques éléments du décor. Sauf qu'à un moment, personne n'a pu retenir son souffle. Tout le monde a pu voir quelque chose à même pas 2 maisons d'eux. Il y a un enfant qui a sûrement moins de 10 ans qui s'est égaré. Il est habillé comme un extraterrestre dans Avatar. Sauf que la peinture a l'air plutôt bon marché. Et le costume est pas hyper bien fait. Et ce que Léo peut voir, c'est que cette créature se dirige rapidement vers l'enfant. La créature va tendre lentement la main et placer un doigt sur le bras de l'enfant. De là où il est, il peut nous dire que c'est comme s'il essayait de frotter le bras de l'enfant. Et là, avant que personne n'ait pu rien faire, eh bien ils ont pu voir la main dégoûtante de la créature s'élancer en avant et attraper le gamin par la gorge. Léo ferme les yeux, mais il entend un mélange de cris du gamin et des sons qu'il ne reconnaît pas qui se mélangent dans l'air de la nuit. Léo n'a rouvert les yeux qu'après avoir entendu le char quitter la rue. Après ça, il y a quelques jours qui se sont écoulés. Et comme Léo l'avait espéré, eh bien la ville redevient plus ou moins normale. Les décorations d'Halloween ont commencé à disparaître. Plus personne ne porte de costume. Cependant, le choc de cette nuit d'Halloween ne s'est jamais dissipé dans l'esprit de Léo. Et il frissonne encore quand il repense à cette créature. Il se remémore avec quelle rapidité et avec quelle violence ce garçon a été attaqué. Tout ça parce que son costume n'était pas assez bien. Et maintenant, Léo repense à une chose. Si Sheila et sa femme étaient arrivés un petit peu plus tard, eh bien lui n'aurait pas eu de costume. Et il serait alors probablement mort. L'année suivante, eh bien il y a une famille qui s'est installée à côté de chez Léo. Et apparemment, eux aussi étaient vraiment confus comme Léo l'était au début. Ils comprenaient pas pourquoi tout le monde était dans l'ambiance d'Halloween aussitôt. Et Léo, il a pu voir leurs sourcils se lever alors qu'il s'approchait d'eux avec une armure médiévale complète. Il a retiré son lourd casque et il leur a dit « Hello les voisins, je suis Léo d'en bas de la rue. J'aimerais juste vous dire une chose. Ici, nous prenons Halloween très au sérieux. Vous devriez être plus festif. » Là, le père de famille le dévisage et lui répond « Ah, et pourquoi ça ?» Le gars, il lui a dit ça en étant carrément mort de rire. Sauf que Léo va lui répondre tout simplement « Eh bien, il y a un démon qui apparaît de l'enfer à chaque Halloween ici pour vous emmener si votre costume n'est pas assez bien. » Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire d'Halloween sur la chaîne. Alors je vous préviens de suite, il y aura aussi des histoires d'Halloween classiques. Alors je vous avoue qu'au début, quand j'ai lu l'histoire, je m'attendais pas à un tel dénouement. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Et quand j'aime beaucoup, eh bien je partage. Donc moi, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Stella. Stella est une étudiante de dernière année en terminale dans un lycée aux États-Unis. Elle nous dit que là-bas, c'est une personne plutôt banale. Elle est ni populaire et elle se fait pas bully non plus. Et d'ailleurs, son histoire se passe plus ou moins vers la même période, c'est-à-dire octobre. En gros, Stella sait qu'il y a une fête pour les terminales qui se passe chez une de ses connaissances. Et en gros, normalement, ça doit être la meilleure fête de l'année. Tout le monde est déguisé. D'ailleurs, on dit même que cette fête détermine à peu près ton année. Si tu passes une bonne soirée, eh bien ton année sera super cool. Et si jamais c'est pas ouf, eh ben tu vas pas passer une super bonne année. Le truc, c'est qu'avant, elle doit demander la permission à ses parents. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec le fait qu'elle sorte pour sa dernière année de lycée. De leur point de vue, Stella doit travailler pour aller dans une très bonne université. Mais Stella, elle aimerait bien s'amuser aussi. Elle en a déjà parlé avec ses parents, mais ils ont été très catégoriques. Les sorties, ce sera pas cette année. Mais bon, Stella se dit qu'en rentrant des cours, elle va quand même essayer de les convaincre. Elle va argumenter en leur disant que c'est la seule de l'année où elle ira et que de toute façon, après ça, elle arrêtera les fêtes. Elle essaye d'argumenter sur le fait que ça soit au mois d'octobre et que donc c'est quand même le début de l'année scolaire. Mais ses parents ne cèdent pas du tout et sont très catégoriques. Ils ne veulent pas du tout qu'elle y aille. Stella part alors en boudant dans sa chambre. Elle essaye d'appeler ses amis via Discord. Elle parle avec ses amis que ses parents ne veulent pas qu'elle aille à cette fête. Mais ses amis essayent de la convaincre que si elle doit bien aller à une des fêtes cette année, eh bien c'est celle-ci. L'une d'entre elles va alors proposer une solution très simple. Elle n'a qu'à faire le mur. Là, Stella leur dit que non, elle va pas aller faire le mur juste pour une simple fête. Et puis surtout, elle n'imagine même pas si ses parents la prennent. Ils vont la punir pour le restant de ses jours. Bref, le lendemain, il reste seulement 3 jours avant que la fête de ce week-end se passe. Et Stella de son côté est totalement dégoûtée. Tous ses amis seront à la fête et ils font que parler de ça. Et elle de son côté, elle aimerait trop y aller. Bref, elle va en cours et elle entend qu'il n'y a pas que ses amis qui vont à cette fête mais pratiquement tous les terminales. Quand elle finit les cours, elle retrouve sa
meilleure amie. Stella lui dit qu'elle en peut plus, que tout le monde parle de cette putain de fête où elle ne peut pas aller. Du coup, son amie lui dit également de faire le mur, comme ça tous ses soucis seront réglés. Là, Stella, elle reste dubitative. Mais sa meilleure amie enchaîne, comme quoi il y aura un certain Steven qui serait à la fête. Et des rumeurs qui courent, il serait récemment célibataire. Bon, il faut savoir que Stella elle a quand même des vues sur ce gars depuis un petit moment. Donc le fait qu'il soit célibataire et que lui aussi aille à cette fête fait pencher la balance. Stella regarde sa meilleure amie et lui dit « Putain, t'es sérieuse là ? Steven est célibataire ?» Là, sa meilleure amie lui dit clairement « Ouais, il est tout à toi. C'est ta chance de l'avoir à cette fête. C'est à prendre ou à laisser. » Stella lui dit alors « C'est bon, t'as gagné, je viens. Mais il va falloir que je m'arrange avec mes parents et que je trouve un plan pour partir en douce sans qu'ils s'en doutent. » Son amie lui dit alors qu'elle trouvera, elle est intelligente. Quelque temps après, elle rentre et embrasse sa mère et son père. Elle leur dit qu'elle va dans sa chambre. Sa mère lui dit que le dîner va bientôt être servi, donc elle va devoir revenir bientôt. Stella leur dit alors ouais, y a pas de souci et elle va s'enfermer dans sa chambre. Stella essaye de trouver une solution pour ne pas que ses parents sachent qu'elle va faire le mur le vendredi pour aller à la fête. Elle est plus ou moins sûre d'une chose, c'est que ses parents ils vont se coucher vers 23 h car le samedi ils travaillent assez tôt. Du coup, il y a plus ou moins deux choix qui s'offrent à elle. En 1, elle demande d'aller chez une amie, ce qui peut leur mettre la puce à l'oreille. Soit en 2, elle fait semblant d'être un peu malade. Ou quelque chose comme quoi elle est fatiguée, qu'elle part dormir plus tôt, et qu'ensuite elle aille chez son amie pour se préparer. Stella choisit la dernière solution et elle se dit qu'elle va devoir faire les boutiques demain. Car là, elle a rien à se mettre sauf un vieux drap pour faire comme une sorte de fantôme. Ou à la rigueur du papier toilette pour faire comme une sorte de momie, mais bon, pour draguer c'est quand même pas le meilleur déguisement. Dans la cuisine, elle peut entendre sa mère qui lui crie de venir car le dîner est prêt. Stella dîne et pendant le repas, sa mère et son père lui parlent de cette fête. Il lui demande si elle comprend bien pourquoi ils ne veulent pas qu'elle y aille. Là, Stella a un petit pincement au cœur car c'est la vraie première fois où elle va mentir à ses parents. Elle leur dit donc que oui, elle comprend et que de toute façon, elle n'y pense même plus. Elle va plutôt travailler sur un devoir qu'elle va rendre mardi prochain. Là, ses parents la félicitent et lui disent qu'ils sont très fiers d'elle et qu'elle est très mature pour son âge et qu'ils ont beaucoup de chance de la voir. Bref, Stella est très mal à l'aise par rapport à ce qu'elle prévoit de faire. Le repas fini, elle part dans sa chambre et décide d'appeler son amie. Elle lui dit que demain, elles vont faire les boutiques pour la fête de vendredi. Le jeudi arrive et Stella est beaucoup plus d'humeur à parler de cette fête. Elle est vraiment toute excitée à la perspective d'y aller. Bref, les cours passent et Stella et Shanna, sa meilleure amie, vont faire les boutiques. Stella achète du maquillage, des sous-vêtements. Elle nous dit que bah ouais, on sait jamais. Et elle s'est pris un déguisement super sexy. Certes, c'est pas très original, mais au moins c'est sexy. Shanna lui dit que si avec ce déguisement Steven tombe pas dans ses bras, c'est qu'il est aveugle ou complètement con. Stella la croit sur parole et espère qu'elle aura sa chance avec Steven. À ce moment-là, Stella a une idée. Elle demande à sa meilleure amie si elle ne peut pas garder tout ce qu'elle a acheté aujourd'hui chez elle. Puisque si elle ramène ça à la maison, bah ses parents ils vont se douter de quelque chose. Normalement, elle doit revenir les mains vides étant donné qu'elle a dit à ses parents qu'elle allait voir un film. Si elle se ramène avec un sac bourré de déguisements et autres, bah c'est mort pour elle. Shanna accepte et prend ses sacs et elle lui dit à demain. Les heures passent et le soir arrive. Stella est super excitée. Elle n'arrive pratiquement pas à dormir. Elle en parle à Shanna et Shanna lui dit que c'est pareil pour elle. Les deux amies s'envoient des messages tout le long de la nuit et à un moment, elle finit par s'endormir. Le lendemain, son réveil sonne et elle est super excitée et anxieuse pour ce soir. Puisque oui, elle va devoir mentir à ses parents pour la deuxième fois. Et clairement, elle aime pas du tout faire ça. Surtout que s'il lui arrive quelque chose de grave, eh bien ils ne sauront pas où elle est. La journée passe et la fête doit commencer à 22h30. Une fois les cours finis, Stella rentre chez elle, embrasse son père, sa mère et va dans sa chambre et revoit son plan. À un moment, sa mère l'appelle pour venir manger. C'est là que le plan de Stella commence. Elle sort de sa chambre et elle commence à faire semblant de se sentir mal. Elle s'installe à table et n'arrête pas de jouer avec sa nourriture. Ses parents lui demandent alors ce qu'il se passe et elle leur explique qu'elle se sent pas très bien et qu'elle a envie de vomir. Après ça, elle fait semblant d'avoir une nausée et part en direction des toilettes en fermant à clé derrière elle. Après un petit moment, ses parents toquent et lui demandent si elle va bien. Stella leur dit oui et elle ouvre enfin la porte des toilettes. Elle leur dit qu'elle a sûrement dû manger quelque chose qui était pas très frais ce midi et que là, elle a juste une envie, c'est d'aller se reposer. Ses parents acquiescent et lui disent qu'effectivement, la meilleure chose à faire, c'est d'aller se reposer. Elle va alors dans sa chambre, mais il faut qu'elle se dépêche un petit peu. Sauf qu'elle ne doit pas trop éveiller les soupçons. Elle prend son téléphone et son porte-monnaie, on ne sait pas ce qui peut arriver et elle commence à ouvrir sa fenêtre quand soudain, elle
elle peut entendre quelqu'un arriver. La personne toque 2-3 coups et ouvre la porte. À ce moment-là, Stella s'est jetée sous sa couette. Sa mère est rentrée et lui dit qu'elle a apporté un médicament et qu'elle le laisse sur sa table de chevet et qu'elle va la laisser dormir. Stella la remercie et lui dit bonne nuit. La mère s'en va et referme la porte. Stella attend quelques minutes et après ça, elle saute du lit et se dirige vers la fenêtre. Elle passe alors par la fenêtre et la laisse entrouverte. Comme ça, elle pourra rentrer sans que ses parents ne le sachent. Et hop, la voilà en direction de la maison de Shanna. Elle se situe à environ 20 minutes de marche. Elle arrive avec un peu de retard, mais au moins elle est là. Son amie a déjà tout déballé sur le lit et lui a pratiquement tout préparé. Quand elle rentre dans la chambre, Shanna lui met tout dans les mains. Elle lui dit d'utiliser la salle de bain juste à côté et surtout qu'il faut qu'elle se dépêche. Vers 23 h, les deux filles sont prêtes. Shanna n'arrête pas de lui dire que franchement là c'est une véritable bombe. Bon, elle nous avoue qu'effectivement elle se trouve pas mal dans ses fringues à ce moment-là. Elles arrivent à la fête vers 22 h 30 et il y a déjà pas mal de monde. Et la décoration de la maison où se trouve la fête est complètement géniale. Vraiment, à ce moment-là, elles se disent qu'elles sont dans une attraction gigantesque. Stella est complètement émerveillée par le spectacle qu'elle peut voir. Il y a même des reproductions de scènes cultes de films d'horreur. Elle nous dit que la maison est vraiment très grande. En fait, c'est tellement grand qu'elle sait même pas si à ce niveau-là on dit encore une maison. Enfin bref, plus le temps passe et plus il y a de monde. À un moment, elle demande à Shanna si elle a vu Steven. Le truc, c'est que Shanna, elle tire une drôle de gueule. Shanna lui avoue alors qu'il y a 2 jours, Steven s'est remis avec sa pouffe. Stella, en entendant ça, elle est totalement dépitée. Elle est même en colère. Elle est vraiment dégoûtée et elle dit à sa meilleure amie qu'elle va se chercher un verre. Stella cherche alors dans les pièces la salle pour picoler car là, elle est vraiment en train de passer une nuit pourrie. Elle prend un verre, 2 verres et décide d'aller voir les scènes d'horreur et d'imaginer que c'est Steven et sa pouffe. Et à force, elle commence à délirer un petit peu. Elle se tape un fou rire tellement elle trouve ça drôle. Sauf que tout le monde commence à la regarder bizarrement. Elle se dit alors qu'effectivement, elle a sûrement trop bu. Elle décide donc de changer de pièce et d'aller voir une autre scène. Là, elle peut voir une femme qui a plein de sang sur elle et sur le moment, Stella trouve son déguisement super réaliste et super stylé. Puis elle peut voir un couteau dans sa main avec un peu de sang qui dégouline. Elle se dit donc qu'elle va suivre cette personne qui est sûrement en train de reproduire une scène culte. Elle suit alors cette femme et ce n'est pas la seule à faire ça. Le truc, c'est que cette scène a l'air différente des autres. Tout d'abord, cette femme demande aux gens s'ils veulent participer au spectacle. Et pour rire, Stella lève la main avec pas mal d'autres gens qui font également la même chose autour. Mais la femme décide de prendre un jeune homme qui est plutôt canon. La scène qui va être jouée s'appelle Coup de foudre mortel. Stella n'a jamais entendu parler de ce film. Mais là, elle se dit qu'en ce moment, elle est totalement dans le thème. Bref, en gros, c'est une femme qui a un coup de foudre pour un homme, mais cet homme n'en veut pas et ils vont refaire une scène où à un moment, cette femme est seule avec son homme. C'est à partir de ce moment-là que la scène commence. Une dispute éclate entre l'homme et la femme menace l'homme avec son couteau. Franchement, Stella trouve cette scène super réaliste et hyper bien faite. Et d'un coup, la femme poignarde l'homme dans le ventre. Là, Stella et tout le monde autour peuvent entendre cet homme crier de douleur. Là, Stella se dit putain, il est super doué l'acteur pour imiter des cris de douleur comme ça. Puis la femme commence à le poignarder plusieurs fois dans le ventre. Le truc, c'est que Stella et les gens autour commencent à se dire que ce n'est pas du tout une mise en scène. Cet homme est vraiment en train de se faire poignarder devant tout le monde. Du sang coule de partout, du sang se met même à éclabousser les murs et le sol. La femme commence à hurler de colère et elle dit des choses incompréhensibles. Les gens autour essayent de l'arrêter mais elle va blesser 2 personnes de plus au niveau des bras. Stella se retrouve par terre, morte de trouille de ce qu'elle vient de voir. Elle a vraiment la peur de sa vie mais en même temps elle est dans une sorte de transe. Elle ne sait pas combien de temps après mais des policiers et des ambulanciers sont venus et ont arrêté cette personne. Après quelques temps, Shanna a retrouvé Stella au sol complètement morte de peur. 1h30 après ces événements, Shanna a décidé de ramener Stella chez elle et de prévenir ses parents. Les parents de Stella étaient très en colère contre elle, mais ils étaient quand même assez indulgents envers leur fille pour ce qu'elle a vécu. Quelques jours après, les policiers l'ont convoquée pour savoir sa version des faits, et elle leur a alors tout expliqué. Enfin, du moins, elle a essayé, étant donné qu'elle avait quand même du mal à dire certaines choses. Suite à ça, les policiers lui ont conseillé d'aller voir un psychologue pour les séquelles qu'elle a eues. Sur le moment, les policiers ont discuté avec les parents de Stella qui leur ont dit que la personne qui avait été poignardée a malheureusement succombé à ses blessures.
Le truc c'est que cette information, les parents l'ont cachée à Stella pendant un petit moment. Et ce n'est que très rarement qu'elle a appris cette info étant donné que ça fait partie de sa thérapie. Aujourd'hui encore, Stella suit une thérapie. Elle a vraiment beaucoup de traumatisme suite à cette fête. Maintenant, elle déteste Halloween, c'est la pire fête pour elle. Et effectivement, je pense qu'on peut la comprendre. Une chose est sûre, j'aurais pas du tout voulu être à sa place. Bon, en même temps, je pense que personne n'aurait voulu être à sa place. Bon, si c'est le cas, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, mais j'y crois pas trop. Si jamais vous dites ça, c'est pour faire les petits rigolos. En tout cas, les petits potes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez le petit pouce bleu. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de John. John, c'est un ado qui vient de rentrer dans sa dernière année de lycée. Bon, il y a une petite chose à savoir sur lui, c'est qu'il aime tout ce qui est flippant. Donc, pour Halloween, John et quelques amis à lui ont décidé d'aller camper dans une forêt. Et cette forêt, elle est hyper sympa étant donné qu'il y a une légende qui vient de là-bas. Et ça, il a entendu des villageois qui n'habitent pas très loin. En parlant de la légende, ne vous inquiétez pas, on la verra un petit peu plus tard dans l'histoire. Revenons plutôt au moment où il nous dit qu'il a organisé une super escapade avec ses amis. Alors, dans cette escapade, il y a 2 couples et 3 célibataires. Ce qui fait qu'en tout, ils ont prévu 3 tentes. Une pour chacun des couples et les 3 célibataires, eh bien, ils se partageront la même tente. Pour ce qui est du premier couple, on a Léo et Thibaut. Et dans le second couple, on a Bastien et Ginny. Et pour nos fameux célibataires, on a Elena, Sophie et bien John. On va faire un petit bond dans le temps et se retrouver le jour d'Halloween. Tout le monde est présent. Et encore heureux parce que John il les a limite harcelés toute la semaine pour qu'ils soient là. Pourquoi ça, vous allez me demander? Et ben en fait c'est simple, ce sera leur dernière année où ils seront tous ensemble. Puisqu'après chacun va sûrement prendre une route différente. Bref, ils ont pris de quoi se faire à manger et surtout pas mal de chamallows. Puisque oui, qui va en forêt sans chamallows, sérieusement? Forcément, ils ont pris des tentes et des lumières, étant donné qu'au mois d'octobre, la nuit tombe vite. Et ils ont décidé de partir l'après-midi pour rejoindre un petit lieu super sympa qui est perdu au milieu de la forêt. Autant vous dire que l'ambiance est plutôt sympa, étant donné qu'il y en a qui se sont déjà déguisés. Bon, ils l'ont clairement pas fait pour rien, c'est sûrement pour faire peur aux filles là-bas. Et John, en voyant ça, il se dit que ça va être une soirée qu'ils vont clairement pas oublier. Le petit groupe de 7 personnes a décidé de prendre 2 voitures. John, il rigole en nous disant qu'ils auraient pu tous rentrer dans la même voiture, mais bon, ça aurait été un petit peu dangereux. Bref, John a pris avec lui Thibaut et Léo ainsi que Sophie. Le reste du groupe se trouve dans l'autre voiture avec les bagages. Quand il commence à arriver, le soleil commence déjà à tomber. Et John se dit qu'heureusement il connaît l'emplacement du lieu et que ce n'est pas si loin que ça. Surtout que les voitures elles ont pratiquement un accès au lieu. Ils vont garer les voitures et ils auront quoi, une petite vingtaine de minutes à faire à pied. Arrivé sur les lieux, tout le monde est super excité et des petites histoires commencent déjà. L'ambiance générale est vraiment géniale. Les gars, ils essayent déjà d'effrayer les filles. Et les filles sont déjà en train de crier alors que le soleil n'est même pas encore parti. John, il se demande comment ça va être ce soir quand ils vont leur raconter des histoires d'horreur. Ils vont clairement bien se marrer. Bref, le petit groupe arrive sur les lieux et John il commence à donner des ordres histoire que les tentes soient installées avant que la nuit soit vraiment tombée. Après avoir fini tout ça, les 7 amis admirent le soleil se coucher. L'ambiance elle est vraiment géniale, le temps il est super, il fait pas trop chaud ni trop froid. Ils ont d'ailleurs installé un petit feu de camp pour faire brûler leurs chamallows et un petit peu se réchauffer quand même. Tout le monde essaye de raconter des histoires d'horreur toutes plus sympas les unes que les autres, sachant que les filles sont en train de flipper et les garçons en train de rigoler. Bon, vous imaginez bien que tout ça, ça commence à énerver les filles qui se mettent à tirer la gueule. Mais bon, John il essaye de réconcilier tout le monde et il leur dit qu'il faut pas faire la gueule juste pour ça. Surtout un soir d'Halloween, faut rester soudés et c'est un petit peu le but de la soirée quand même. Puis il va alors ajouter, surtout, je vous dis ça étant donné qu'on sait pas ce qui peut nous arriver. Vous savez, Halloween dans cette forêt, il peut se passer des choses horribles. Là, il voit bien que tout le monde commence à le regarder d'un air inquiet. Et t'en as même plusieurs du groupe qui lui disent mais de quoi tu parles? C'est alors que John a décidé de leur raconter la légende. Et là, il le sait très bien, il a l'attention de tout le monde et se lance pour raconter son histoire. Là, je vous le dis tout de suite, je passe un petit peu en POV de John. Alors, tout d'abord, est-ce que vous connaissez les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Eh bien, même si vous me dites tous oui, je vais quand même vous expliquer ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Le premier des cavaliers a un cheval blanc. D'un blanc totalement lumineux et qui représente ce que certains hommes font et feront à l'avenir. La conquête. Le deuxième des cavaliers est sur un cheval rouge comme le feu et représente ce que l'homme aime faire dans n'importe quelle situation. La guerre. Le troisième des cavaliers est sur un cheval noir comme le néant sans fin et représente la famine. Quant au dernier des 4 cavaliers, il est sur un cheval vert comme le dégoût, le désespoir, l'anéantissement de quelque chose.
Et il représente les 3 cavaliers en un. Et il leur dit qu'il y a longtemps dans cette forêt, les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont refait surface ici, dans cette forêt. C'était un soir d'Halloween comme les autres. Et des villageois qui n'avaient pas beaucoup d'argent et de nourriture s'étaient mis en quête d'aller chercher de la nourriture pour leur famille. Autant vous dire que le lendemain, les villageois qui étaient partis à Halloween ne sont jamais revenus. Et plus tard, d'autres villageois ont retrouvé le cadavre de ces gens. L'un des cadavres ne semblait pas avoir mangé depuis des années. L'un des autres villageois retrouvés semblait avoir vu la mort en personne. L'une des autres personnes qui étaient parties semblait avoir des blessures de guerre vraiment graves. Forcément, à l'époque, les villageois voulaient retrouver les coupables du meurtre de leur ami, leur mari ou leur père. Et ils ont alors commencé une énorme fouille dans la forêt. Dans cette forêt, là où nous sommes actuellement, la forêt sentait la puanteur des cadavres qu'on avait laissés là pourrir pendant des années. Des mouches volaient, des asticots rampaient dans tous les sens. La nature n'avait même plus l'air de vivre. Comme si l'oxygène dans les environs avait été contaminé par quelque chose. Plus ils s'aventuraient dans la forêt, plus ils sentaient la mort. À un moment donné, certains des villageois qui étaient dans la forêt ont commencé à avoir des boutons qui leur poussaient sur le corps. Ils vomissaient à ne plus en finir. Ils avaient carrément des bouts de peau qui commençaient à s'enlever petit à petit de leur corps. Un cauchemar éveillé commençait à naître. Certains des villageois n'étaient pas contaminés par cette chose et étaient donc immunisés. Ils sont alors retournés au village. Mais le mal a commencé à se propager. À ce moment-là du récit de John, autant vous dire que les filles dans le campement sont totalement terrifiées. Et même les gars ne semblent pas très sereins. Mais ils ne savent pas encore la suite. Donc reprenons. Le mal se propageait de maison en maison, de famille en famille. Certains des villageois étaient immunisés et ne savaient pas quoi faire. Ils ont donc décidé d'aller voir un prêtre. Et ce prêtre leur a dit que c'était sûrement l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui était sorti des enfers. Et que sûrement ses frères ne devaient pas être très loin. Les villageois lui ont alors demandé ce qu'il fallait faire pour les repousser. Le prêtre leur a alors dit qu'il fallait trouver l'entrée des enfers. Et qu'elle devrait se trouver non loin de la forêt. Et pour annuler tout ça, ils devraient sacrifier une vierge. Et devinez mes chers amis où était cette porte et où ils ont sacrifié cette jeune femme. Là, John il peut littéralement voir le visage de tout le monde se décomposer. Il hoche la tête et reprend alors. Oui, vous avez raison, c'est sur le campement non loin d'ici. Et là, je peux vous dire qu'au moment où il finit de dire cette phrase, un froid glacial commence à se lever. Et là, tout le monde commence à avoir la chair de poule. Et autant vous dire qu'à ce moment-là, les visages sont gelés par la peur. Autant au sens propre qu'au sens figuré. En voyant ça, Thibaut et John essayent de les rassurer quand même, en leur disant que c'est juste une légende et que rien ne prouve que c'est réel. Au bout d'un moment, les visages commencent à se décrisper petit à petit. Mais maintenant, chaque bruit qu'ils peuvent entendre dans la forêt fait sursauter tout le monde. Bon, il faut se le dire, John il est hyper fier de son coup. Et il se dit qu'au moins cette nuit elle sera inoubliable. D'ailleurs, autant vous dire qu'après la légende de John, ils ont tous arrêté de raconter des histoires d'horreur. Et t'en as même certains qui décident d'aller se coucher. John il se retrouve avec Thibaut et Léo au bord du feu et ils commencent à discuter de cette légende. Thibaut demande alors à John si dans la légende, le sacrifice de cette femme a été un succès. John il lui répond qu'il sait pas du tout. Il a jamais eu plus de détails à propos de ça. Et les villageois qui habitent non loin de la forêt n'ont jamais voulu lui en dire plus. Les mecs vont alors finir leur bière et décident d'aller se coucher. John il décide donc de rejoindre sa tante avec Sophie et Elena à l'intérieur. Quand il rentre dans la tente, les 2 filles sursautent et ont commencé à crier. John il lève les bras et il leur dit que c'est lui. Et que forcément elles n'ont rien à craindre de lui. John à ce moment-là il se dit qu'il va pas passer une bonne nuit. Bon, après il avoue qu'il l'a cherché un petit peu. Il décide alors de se mettre le plus proche de la sortie, comme ça les filles sont un petit peu plus rassurées. Il s'installe et il leur souhaite une bonne nuit. Il commence tout doucement à s'endormir quand d'un coup, il peut entendre le hennissement d'un cheval. Là, il se réveille d'un coup et il tend l'oreille. Mais après ça, il entend plus rien. Il se dit donc qu'il a dû rêver. Et il se dit qu'il a surtout trop pensé à cette histoire étant donné que les filles, elles sont pas du tout réveillées. Ce qui fait qu'elles n'ont probablement pas entendu ce bruit. Il sort sa tête de la tente et puis il regarde et il y a personne. Il retourne à l'intérieur et repart dormir. Et là, il entend de nouveau le hennissement d'un cheval. Puis un second. Et là, les filles semblent l'entendre aussi. Elles se sont réveillées et elles demandent à John d'arrêter de les faire flipper. Que ouais, certes c'était bien sa légende. Elles ont beaucoup aimé, mais bon là ça suffit, faut arrêter les blagues. Elles veulent plus avoir peur, là ça y est, elles sont terrifiées mais c'est pas ce qu'elles veulent. Elles veulent juste dormir. John essaye de leur dire que non, ce n'est pas lui qui a organisé tout ça et qu'il n'a rien à voir avec ceci. Puis il commence à entendre des bruits de pas tout autour des tentes. John il sait très bien que ceux qui sont dans les autres tentes doivent eux aussi avoir peur de faire quelque chose. Les bruits de pas ont l'air de faire le tour de toutes les tentes et commencent à se rapprocher de celle de John. Il peut entendre que quelqu'un est à côté de là où il se trouve et que cette personne respire très fort. Puis il peut entendre non loin de là un énième hennissement de cheval.
Mais en y réfléchissant un petit peu, il entend pas de bruit de sabots. Et forcément, il trouve ça bizarre. Les filles sont totalement paniquées et commencent à crier qu'elles ont peur et qu'elles voudraient rentrer chez elles. Que ça y est, elles en ont marre de la blague. Et John, il se bat pour leur dire que c'est pas une blague ou en tout cas, c'est pas la sienne. Quelques temps après, les bruits de pas s'éloignent. John, il prend son courage à deux mains, il sort de la tente, prend une lampe torche et il n'y a plus personne aux alentours. Et très vite, il peut voir que ses amis sont sortis des autres tentes. Et ils sont tous paniqués et ils lui disent que la blague, elle était pas du tout marrante. Bon, il tente comme il le peut, mais il essaye de dire que ce n'est pas lui. Thibaut lui dit, mais si c'est pas toi, c'est qui? Et là, il y a clairement un silence de mort qui commence à s'installer. Et tout le monde s'échange des regards. Qui peut bien les faire flipper comme ça? Bon, même si dans le groupe, il y en a encore qui pensent que c'est John qui leur fait une blague. Quand d'un coup, ils peuvent entendre des bruits de pas dans un buisson. Puis de l'autre côté, un hennissement. Là, le groupe, ils ont même pas cherché à communiquer et ils sont tous partis en courant. Certains n'ont même pas pris leur lampe torche et d'autres les ont fait tomber. À ce moment-là, il ne reste plus que celle de John. Ce qui fait que c'est quand même plus ou moins le noir complet. John, il peut entendre que des personnes les suivent, voire même les poursuivent. Et il en est sûr, c'est pas bon du tout. John, il a essayé de regarder derrière lui, mais il y a rien. Jusqu'au moment où il peut entendre des choses qui commencent à fendre l'air. Et là, il peut voir une hache traverser son champ de vision et se planter dans un arbre. Les filles pleurent et hurlent en même temps. Mais à force de courir comme des dératés, ils ne sont plus qu'à 2 minutes de course de leur voiture. John sait très bien qu'il y a des gens derrière lui. Par contre, il ne sait pas combien ils sont. John court encore et encore, mais sa jambe devient vraiment douloureuse, puisque tout à l'heure, quelque chose l'a coupé au niveau de la jambe. Il essaye vraiment de tenir bon, mais ça devient vraiment douloureux. Ils ne sont plus qu'à quelques pas de la voiture. Encore 10 pas et ils sont arrivés à la voiture. 9 pas, allez, encore un petit peu. 8 pas, Sophie tombe sur quelque chose, mais John va l'aider. 7 pas, John débloque la voiture à distance. 6 pas, il se retourne pour voir s'ils sont encore suivis. 5 pas, oui, ils le sont toujours. 4 pas, John peut voir qu'il y a 2 hommes qui les suivent. 1 pas, il cherche pas à comprendre, il ouvre la voiture, saute dedans. Il attend que tout le monde soit monté et bloque les portes. La deuxième voiture est juste derrière et il peut voir que les autres ont fait pareil que lui. Mais les inconnus sont maintenant proches de la voiture et se mettent à taper dessus avec leur hache. John, il a tellement eu peur en voyant ça qu'il en a fait tomber ses clés au sol. Les filles pleurent, lui est totalement paniqué. Et ce qui est horrible, c'est qu'il y a encore ce bruit de hennissement. Il arrive enfin à attraper ses clés, les met dans le contact et commence à démarrer. Et franchement, c'était moins une, la fenêtre était à 2 doigts de péter. Il regarde vite fait derrière lui si la deuxième voiture va bien et si elle la suit. 20 minutes de route après, John et l'autre voiture se sont garés et ont appelé la police. Et ils sont arrivés une dizaine de minutes après. Ils ont alors tout raconté aux policiers. Le lendemain, en faisant leurs recherches, les policiers ont retrouvé les armes qui étaient plantées dans les arbres. Et leur campement, autant vous dire qu'il était saccagé comme jamais. Sur place, ils ont pu retrouver plusieurs petites hachettes ainsi qu'une grosse hache, des petits couteaux et une bâche blanche. Et un truc assez bizarre, une sorte de désinfectant. Mais ils ont beau avoir fait des recherches, ils n'ont trouvé aucune empreinte, aucune piste. John, quant à lui, a été amené à l'hôpital pour se faire recoudre au niveau de la jambe. Et 2 de ses amis étaient également blessés. Bon, pas très grièvement, mais c'était quand même des bonnes coupures. Autant vous dire qu'après ce jour d'Halloween, personne n'est retourné dans une forêt. Même pas par simple plaisir. Bon, déjà qu'on soit d'accord, c'est un gros truc de malade. Et j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense clairement que les villageois qui n'habitent pas très loin de la forêt sont clairement dans le coup. Alors est-ce qu'il y a vraiment cette légende ou quoi? J'en sais rien. Mais pour moi, en tout cas, ceux qui les ont attaqués, c'est les villageois. Bon, le truc qui est un petit peu bizarre, c'est le hennissement d'un cheval. Mais bon, je me dis qu'il y avait peut-être un des 2 gars qui avait une enceinte sur lui avec ce bruit. De nos jours, c'est totalement possible. Bon, si jamais toi t'as une autre théorie, hésite pas à me la dire, hein. Avant de commencer cette histoire, je voudrais que vous fermiez les yeux. Que vous vous imaginiez que l'on est tous ensemble autour d'un bon feu au milieu des bois. Et que moi, je vais vous raconter cette histoire qui est terrifiante. Allez, on commence. Tout d'abord, pour commencer cette histoire, imaginez-vous que l'on est autour des années 1960. Pour vous mettre dans le contexte, il n'y a pas les mêmes technologies que maintenant, hein. Donc, chaque fête, chaque occasion pour sortir et se faire des amis, on les prend. Même dans le petit village, il y avait plus de mouvement que de nos jours. Et surtout, c'était un village. Mais il y avait pas mal d'ados comme moi. Et puis, je connaissais pratiquement tout le monde, car on avait grandi ensemble depuis toujours. Donc, il y avait déjà eu des petits dramas de couples qui se faisaient et qui se défaisaient. Tout ça, bien sûr, ça passait par le bouche à oreille, donc parfois, il y avait quelques petits quiproquos. D'ailleurs, c'était un petit peu l'ancêtre de nos réseaux sociaux d'aujourd'hui. Vous savez, les petits potins, par-ci par-là. La place du village, c'était un petit peu ici que tous les jeunes se réunissaient. Et là où les informations circulaient le plus. Dans ce petit village, tout le monde s'entendait généralement bien. Mais il y avait une petite rumeur. Une rumeur qui date depuis toujours, comme quoi, dans la vieille grange vers la fin du village, celle-ci serait habitée. Tout le monde savait que les John habitaient cette maison.
Mais ce n'est pas la partie la plus terrible de cette rumeur. Apparemment, ils cacheraient dans leur grange quelque chose. Un espèce de monstre qui serait accroché avec des chaînes et qu'il n'avait le droit de sortir qu'après minuit. Alors notre histoire commence avec cette fameuse rumeur. Et pour vous dire, j'ai encore les frissons, rien qu'en y repensant. Bref, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, il y avait cette rumeur. Nous étions bien sûr au mois d'octobre et il y avait des fêtes d'Halloween de prévues. Bien sûr, tout le monde comptait y aller. Mais pour pimenter un petit peu les choses, nous avons décidé, un petit groupe d'amis et moi, d'aller dans les bois pour guetter ce fameux monstre, qui apparemment ne sortait la nuit que vers minuit. Donc, arrivé le jour d'Halloween, eh bien on devait être à 5 chez moi. On devait se préparer pour aller à la fête. Et comme il l'était convenu, eh bien nous ne serions plus que 4 pour aller guetter le monstre dans les bois. Je vous avoue que l'on était plus excités à l'idée d'aller dans les bois et attendre, plutôt que d'aller dans la fête prévue pour Halloween. Puisque cette fête, elle est là depuis toujours, donc on commence à savoir ce qui se passe là-bas. Il n'y a vraiment rien d'innovant. C'est pour ça que l'excitation d'attendre minuit, voire même un petit peu avant, eh bien, se fait sentir. Je suis avec mes copines dans ma chambre et on se fait des petites théories. Puis on blague et on se dit que c'est sûrement juste un animal qu'ils gardent dans leur grange. Car oui, petit détail important de la rumeur que j'ai oublié, eh bien, c'est que l'on peut entendre le monstre couiner ou gémir. Ce serait plus adapté à ce que l'on raconte. Le pire dans toute cette rumeur, c'est que si cette créature vous voit la nuit, elle vous courra après et vous mangera. Donc vous savez, moi et mon ami, eh bien on n'y croit pas du tout à cette rumeur. C'est surtout pour nous mettre un petit peu de piment à cette soirée. Bref, avance un petit peu rapide et on est à la fête. Tout est comme les années précédentes. C'est-à-dire qu'au début, quand tu connais pas, c'est ok. Mais là, ça devient lassant. Donc on décide, mes amis et moi, de sortir de la fête un petit peu plus tôt que prévu et d'aller repérer un petit coin pour observer le monstre. Comme je vous l'ai dit plus haut, eh bien n'oubliez pas qu'on est dans les années 60, donc il n'y a pas la technologie de nos jours. Et ajouté à ça, eh bien on a une lampe torche pour nous 4. Et bien sûr nous n'avons pas de téléphone. Donc on s'avance directement dans les bois. Et nous avons un petit peu la chocotte, puisque oui, ça nous fait peur. Ça nous met dans le bain. Puis on se dit que surtout va pas y avoir grand chose là-bas, donc autant se faire peur un petit peu avant d'y arriver. Nous arrivons vers la grange et nous trouvons derrière des arbres une énorme pierre. On décide donc de se cacher là-bas et on attend. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et nous n'entendons rien. Puis une de mes amies dit « On devrait pas normalement entendre gémir le monstre ?» Tout le monde lui répond que si. Puis je lui dis que c'est sûrement que des rumeurs et qu'il n'y a rien là-bas. Pour tout vous dire, la grange que l'on avait en visu à cette époque était déjà très vieille. Et on pouvait entendre une porte qui claquait. Vous savez quand c'est le vent qui claque une porte en bois? Eh ben c'était ce bruit. Ou c'était peut-être une fenêtre, je ne sais pas. On a décidé de ne pas s'aventurer trop loin de peur que les John nous repèrent et préviennent les policiers. Donc on a entendu. Puis d'un coup, sorti de nulle part, un énorme bruit est sorti de la grange. Mes copines et moi, on a eu la chair de poule. Vraiment, ça m'a donné des frissons dans tout le corps. J'avais même mes cheveux qui se dressaient sur ma tête. Ce cri, c'était un cri de désespoir, de souffrance et il était inhumain. Vraiment. Puis, minuit est arrivé. Les John sont sortis de chez eux. Puis ils sont allés dans la grange. En sortant de la grange, ils tenaient en laisse quelque chose. On était toutes les 4 sous le choc. On ne voyait pas grand chose. Mais cette chose, elle était un petit peu plus grande que les John. Et surtout, elle était recroquevillée sur elle-même. Puis on a pu entendre les John dire « Allez, voilà ta balade de minuit. Reviens ou tu sais ce qui se passera. » Puis ils l'ont libérée. On était toutes derrière notre rocher et on ne respirait plus du tout. Il n'y avait plus un bruit. Nous avions peur à ce moment-là. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Et qu'est-ce qu'il allait faire s'il nous trouvait? On n'a même pas eu le temps de répondre à cette question que une des filles a paniqué et elle s'est mise à courir. Donc je l'ai regardée avec un sursaut de surprise. Puis je me suis retourné pour voir que le monstre nous avait repérés. Le problème, c'est que la fille qui avait la lampe, s'était barrée. Alors, toutes les 4, on a dû se séparer quand nous avons commencé à courir dans la forêt. J'ai couru, car je sentais que ce monstre était derrière moi. Il faisait des choses bizarres, des cris chelous. Puis, à un moment, je suis tombé et il m'a rattrapé. Il s'est jeté sur moi et j'ai pu voir son visage. C'était un visage déformé, mais bel et bien humain. Puis il m'a attrapé les épaules et m'a dit « Aide-moi ». Il a eu du mal à me dire ces mots-là, mais j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit que j'ai entendu un pan. À ce moment-là, tout était flou. Le corps de cette personne était à moitié sur moi. Je me suis soustraite du poids de cette personne et quand je l'ai fait, j'ai vu l'un des John tenir un fusil.
Et j'ai pris mes jambes à mon cou et forcément j'ai couru. J'ai couru le plus loin possible. 50 000 questions tournaient dans ma tête. J'avais du sang qui m'avait éclaboussé le visage, les mains et les cheveux. C'était horrible. Je n'arrivais pas à y croire. Quelqu'un avait tiré sur quelqu'un d'autre et ce, très proche de moi. Honnêtement, j'aurais pu y passer. Je courais, mais je paniquais en même temps. Les larmes coulaient sur mes joues. Je n'en pouvais plus. Puis j'ai retrouvé les filles à la sortie des bois. Elles étaient totalement affolées, car je ne pouvais sortir aucun mot de ma bouche quand elles m'ont demandé ce qu'il s'était passé. Elles m'ont alors emmené au médecin le plus proche, puis il m'a pris en charge. Il a appelé mes parents. Quand j'ai raconté à mes parents ce qu'il s'était passé, ils m'ont cru. Ils ont directement été voir les policiers les plus proches. Mais quand les policiers sont arrivés chez les John, il n'y avait plus personne. Ils ont essayé d'aller dans les bois. Ils ont bien retrouvé du sang, mais pas de cadavre. Donc voilà, c'était mon histoire. Je n'ai pas pu aider cet homme, et je ne sais pas s'il est mort ou s'il est vivant. Mais dans tous les cas, cet homme a souffert, et j'espère qu'il ne souffre plus aujourd'hui. Alors malheureusement, c'est quelque chose qui, je pense, est clairement réel. Je pense que dans les années 60 ou quoi, eh bien, vous savez, je pense que cette personne a été prise comme une anomalie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à un truc dans American Horror Story. Il y a une saison ou un truc comme ça où les personnes ont des petites malformations ou quoi et elles sont prises pour des anomalies de la nature quoi. Et je pense que les John, ils voulaient pas que, je pense que c'était leur enfant, sortent de la grange pour être la risée du village ou des choses comme ça. Malheureusement, à l'époque, c'était compliqué. Ça se trouve même encore aujourd'hui, de nos jours, je pense que forcément, il y a des discriminations à ce niveau-là. Donc ouais, franchement, une histoire pas facile à vivre parce que franchement, c'est pas facile pour la fille qui a vécu ça, clairement. Puis la personne qui n'a rien demandé, elle a une déformation génétique peut-être. Voilà, c'est pas sa faute, clairement. Et de vivre des événements pareils, j'aimerais clairement pas avoir son point de vue. Elle était pas facile, hein. Elle était pas facile à raconter. J'espère que vous l'avez kiffé par contre. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de John. Il a 22 ans, ça se passe aux États-Unis le soir d'Halloween. La journée de John commence à 14 h. Ouais, il se lève hyper tard. Il nous dit qu'il vit en décalage, genre il se couche à 4-5 h du mat, voire plus. Il vit toujours chez papa-maman, du coup il travaille pas à proprement parler. Vu qu'il travaille, mais différemment. Je vous fais pas un dessin, mais il vend des trucs un petit peu plus forts que ça. John nous dit que ce jour-là, il est parti chez son fournisseur pour refaire son stock car qui dit Halloween dit bonne soirée de vente. Après ça, il chill un peu et vers 23 h, il va dans une boîte de nuit qui est son principal lieu de vente. La soirée se passe plutôt bien pour lui, hein. Vers 4 h du mat, il sort avec 3 potes à lui, 2 filles et un garçon. Il décide d'aller finir la soirée dans un cimetière qui est pas trop loin de la boîte de nuit. Dans le cimetière, il fait vraiment froid et sombre. C'est pas ultra éclairé et c'est creepy. Mais bon, c'est l'ambiance qu'ils veulent, c'est Halloween après tout. Après avoir marché un petit moment, John peut apercevoir un truc au loin. Il pense voir quelqu'un creuser une tombe. Et plus il se rapproche, moins il a de doute. Il y a bien quelqu'un qui creuse une tombe. Et en se rapprochant, il peut remarquer que le gars avait déjà creusé 2 autres tombes. Et le truc le plus troublant, c'est que le type, John, il le connaît. C'était un ancien client à lui. Quand le gars les voit s'approcher, il se met à leur crier dessus. John rassure ses potes en leur disant qu'il connaît ce gars et qu'il ne leur fera pas de mal. John n'est plus qu'à quelques mètres quand il comprend que le mec bizarre qu'on va nommer Bob est en transe. John lui demande qu'est-ce qu'il fout là. Bob lui répond un truc incompréhensible. Il lui redemande ce qu'il fout et s'il va bien. Bob lui sort un charabia. Plus de doute possible, Bob est défoncé. Les potes de John commencent à avoir peur car Bob s'énerve et crie sur eux. John arrive tant bien que mal à comprendre ceci. Ils vont revenir d'entre les morts pour nous tuer, il faut les brûler avant que ça n'arrive. Là, les potes de John ils lui disent qu'il faut partir, que le gars est totalement fou et qu'il faut appeler la police. Le problème c'est que Bob il a beau être sous drogue, apparemment il a très bien entendu la discussion. Et il se met à braquer un pistolet sur le groupe. Une des filles se met à crier et pleurer, les autres essayent de la calmer tant bien que mal. Bob leur dit qu'ils vont devoir l'aider à creuser les tombes. Et que s'ils ne le font pas, il leur tirait dessus car de toute façon, ils vont mourir de l'invasion de morts-vivants. Bob il tend sa pelle aux potes de John. Sous la pression, le gars se met à creuser. John il a un principe quand il fait son trafic en boîte, c'est de ne pas boire et de ne pas prendre de produits. Il veut pas se faire arnaquer et éviter tout embrouille. Du coup, il essaye de réfléchir à une solution pour s'en tirer indemne. Bob est armé et vraiment instable. John a arrêté de lui vendre ses produits parce qu'il lui causait trop de soucis et qu'il payait pas ses doses. Le pote de John, quant à lui, est un peu éméché et il dit à Bob qu'il peut aller se faire voir avec son histoire de con.
que c'est complètement débile de croire que les morts vont revenir à la vie. Bob y fait alors une crise de démence en criant des trucs complètement incohérents. Bob fait quelques mètres et va chercher un bidon d'essence qui était caché derrière une des 2 tombes déjà creusées. Il ouvre le bouchon et il se met à déverser le contenu dans les 2 tombes déjà creusées. Pendant ce temps-là, le pote de John il s'approche tout doucement de Bob et il le frappe violemment. Bob il se retourne et il tire en direction du pote de John et il le frôle de justesse, ce qui a pour conséquence de calmer tout le groupe de John. Bob se met à crier aux 2 filles et à John de se regrouper près d'un arbre et de ne pas bouger. Il dit au pote de John qu'il doit continuer à creuser car il se fait tard. Le gars se fait pas prier et il creuse de nouveau. 5 minutes après ça, John il a une idée. Il vient voir Bob qui est à cran et il lui dit qu'il a compris ce qu'il veut dire et que maintenant il croit son histoire de mort-vivant. Et qu'il veut l'aider à creuser d'autres tombes et qu'ils doivent le faire au plus vite, comme ça ils pourront brûler plus de corps. Bob est content d'entendre John dire ça et John lui fait remarquer qu'il devrait aller chercher d'autres pelles, comme ça tout le monde pourra creuser. Bob il est toujours dans son état second et il lui dit vas-y t'es notre sauveur. John se met donc à courir en direction de la boîte de nuit. Une fois hors de vue du cimetière, il appelle la police et leur explique toute la situation. La police prend la chose au sérieux et décide d'envoyer une patrouille sur place. Une dizaine de minutes plus tard, la police arrive à l'entrée du cimetière et retrouve John. Il les conduit donc à l'endroit où se trouve Bob. Les policiers sont arrivés à une quinzaine de mètres quand Bob se retourne et les voit. Il se met alors à les braquer. Et tout en les braquant, il recule pour attraper le bras d'une des filles. Là, il s'en sert maintenant comme bouclier humain. L'un des policiers va alors avoir une idée de génie et plutôt osée. Il va dire « Bob, tu as raison, ils vont bientôt revenir à la vie, relâche la fille, nous devons tous travailler ensemble afin de les brûler. Nous sommes ici non pas pour t'arrêter, mais pour vous protéger au cas où il reviendra à la vie. » Bob il va être encore plus confus qu'il ne l'est déjà. Il va relâcher la fille, elle s'écarte en vitesse et elle retourne près de l'arbre. Quand soudain l'agent de police va envoyer un coup de pistolet taser dans la jambe de Bob. Il tombe alors à la renverse et les agents de police vont instantanément vers lui. Comme il s'est pris un coup de pistolet taser, ça lui a fait lâcher l'arme et les policiers vont donc écarter cette arme au plus vite. Il est menotté et conduit immédiatement au poste de police. Un des officiers de police va aussi contrôler l'identité du groupe ainsi qu'une petite palpation. John il se dit alors « Oh merde !» Il sait qu'il a encore quelques petits bonbons sur lui. La palpation se finit et l'officier lui dit que tout est nickel. John est soulagé mais il comprend pas vraiment. Une fois que l'officier est retourné à son véhicule, il fouille lui aussi ses poches et effectivement, il a plus son petit sac. John est sur le point de sortir du cimetière quand bingo, il tombe sur son petit sac qu'il avait fait tomber en courant pour appeler la police. Au moment où il nous raconte cette histoire, il a déménagé dans une toute autre ville. Il a un petit emploi qui paye bien moins que lorsqu'il vendait ses petits bonbons, mais il est heureux et en couple. Et c'est en très grande partie à cause de cette histoire qu'il a décidé de changer de vie. Bon, comme je vais essayer de vous l'expliquer gentiment, effectivement le gars prend des drogues dures. Donc pour lui c'est vraiment réel, va vraiment y avoir une invasion de zombies. Donc pour le coup il y a 2 trucs où je me dis ah ouais quand même. John dans un premier temps qui va avoir la présence d'esprit d'aller appeler la police, alors que bon lui-même est un vendeur voilà. Donc normalement t'appelles pas vraiment la police. Et ensuite, alors là je pense que c'est encore plus fou, un officier de police américain qui a réussi à faire de la psychologie inversée. Ce qui est plutôt pas mal parce que d'habitude on n'entend pas trop parler de ça. Enfin bref, j'ai bien aimé cette histoire, ça c'est sûr. Allez, on passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Julia. Elle a 16 ans, ça se passe aux États-Unis en 2016. Julia nous dit qu'elle habite dans un petit quartier très tranquille où tous les voisins se connaissent et s'entendent bien, enfin la plupart d'entre eux. Julia nous dit qu'elle est amoureuse d'un garçon qui habite au bout de sa rue. Et quand arrive le soir, elle sort de chez elle pour aller le retrouver. Quand elle sort de chez elle en cachette, ça lui arrive de tomber sur sa voisine. C'est une femme d'une 50aine d'années qui a l'air très spéciale. Elle se balade tout le temps en robe noire, elle a un chapeau ridicule noir et elle a un espèce de voile noir comme dans les enterrements. Elle nous dit que cette femme n'a jamais rien fait de spécial, que ça soit contre elle ou contre quelqu'un du voisinage, mais que bon, il y a un truc bizarre qui se dégage d'elle. D'ailleurs, cette dame ne sort que très peu la journée, elle préfère sortir la nuit. Et comme Julia elle sort le soir pour aller chez son petit copain, elle tombe de temps en temps sur elle. Elle avait tout le temps des espèces de sacs, des cages, des trucs un peu improbables et bizarres, sachant que la dame normalement elle avait pas d'animaux. Enfin c'est ce que nous dit Julia. Le contexte étant posé, on peut passer au vif du sujet. Le jour d'Halloween, Julia et son petit ami se voient vers 20 h. Mais les parents de Julia veulent qu'elle rentre à 23 h.
Donc pour profiter de sa soirée, elle décide de rentrer vers 22h30 et de repartir vers 23h de chez elle en douce. Tout se passe nickel à l'aller, elle retrouve son petit ami vers 23h20 à une fête prévue car c'est Halloween donc autant s'éclater. Julia consomme un peu d'alcool, elle boit 2-3 verres et nous dit qu'elle normalement elle tient plutôt bien l'alcool. Et que surtout elle décide de pas trop abuser. Par contre c'est pas du tout le cas de son copain, lui il boit à mort. Donc à un moment Julia elle voit que son petit ami est complètement déchiré. Elle décide de le ramener chez lui entre 1h30 du mat et 2h. Elle a réussi à le ramener chez lui tant bien que mal et maintenant elle doit rentrer dans sa propre maison. En arrivant chez elle, Julia entend des bruits qui viennent du jardin de la vieille folle. Puisque Julia pour rentrer chez elle, elle passe par la porte arrière qui est donc dans le jardin. Julia, elle est curieuse et elle se rapproche délicatement de la clôture et là elle entend des paroles qu'elle ne comprend pas. C'est pas une langue qu'elle connaît, ça se rapproche plus d'un latin bizarre. Bref, elle se dit que la vieille d'à côté elle a fumé un peu trop de moquette et qu'elle doit se taper un délire. Sauf que là, il y a une tête qui dépasse de la clôture et regarde Julia dans les yeux. Julia, elle a la peur de sa vie et elle court dans sa maison et elle ferme la porte à clé. Elle a tellement peur qu'il lui a fallu un bon petit 5 minutes pour se calmer. Au bout de quelques minutes, elle décide d'aller dans sa chambre. Ses parents dorment déjà depuis un bon moment. Julia, elle a une idée. La fenêtre de sa chambre a une vue directe sur le jardin de la vieille femme. Julia s'approche doucement de la fenêtre et n'allume pas les lumières de sa chambre. Elle arrive alors à distinguer quelque chose de bizarre. Il y a un cercle dessiné comme un pentagramme avec des bougies et 4 silhouettes de femmes en rond qui se donnent la main et qui doivent sûrement réciter quelque chose. Puisque Julia, elle entend pas, mais elle voit les lèvres bouger. Après une vingtaine de secondes, elle les voit même s'incliner face au cercle. Une des femmes sort alors un animal d'un sac et le place au milieu du cercle. Julia, elle est terrifiée. Elle sait pas si l'animal est déjà mort ou s'il est vivant de là où elle est. Juste après ça, il y a une autre femme qui se lève et qui s'entaille la main avec un petit couteau. Là, Julia, elle sait pas du tout quoi faire. C'est terrifiant, mais elle sait pas si elle doit réveiller ses parents pour ça. Après quelques minutes de réflexion, elle décide d'aller réveiller ses parents pour leur dire ce qui se passe dans le jardin d'à côté. Les parents de Julia lui demandent pourquoi elle les réveille et Julia leur explique la situation. Ils restent sceptiques aux explications que leur donne leur fille mais sont quand même allés jeter un coup d'œil au jardin. Et ce qu'ils voient dans le jardin, c'est rien. Y a plus rien. Là, les parents commencent à engueuler Julia et lui dire qu'elle devrait dormir et pas faire de blagues comme ça et surtout les réveiller pour rien. Julia, elle essaye de leur dire ce qu'elle a vu depuis sa fenêtre mais ses parents ne la croient pas. Et elle commence même à douter d'elle-même. Elle se dit qu'elle a peut-être fait un bad trip. Pendant la soirée, en plus de l'alcool, elle s'est pris un petit truc. Bref, elle se dit qu'elle va aller dormir et laisser cette histoire de côté. Quelques jours plus tard, elle croise la vieille dame. Et il y a un détail qui va troubler Julia. La vieille dame a une entaille sur la main. Julia se rend donc compte que la scène qu'elle avait vue l'autre nuit était réelle. Elle sait pas du tout ce qu'ils faisaient dans leur cours, mais vraiment c'était flippant. Et malheureusement, elle sait pas ce qu'est devenu l'animal au milieu du cercle. Voire même est-ce que c'était un vrai. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. Cette histoire elle est vraiment très bizarre aussi. Elle m'étonne pas tant que ça parce que c'est les États-Unis. Une secte fanatique qui habite à côté de chez toi? Ouais, c'est ok. Je me demande ce qu'ils font mes voisins là d'ailleurs, je sais pas. Allez, on passe de suite à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alison et elle a 16 ans. Alison se décrit comme une jeune fille, assez belle, cheveux blonds, bouclés, assez grande, 1m70 pour son âge et 60 kg. Elle nous dit que son premier défaut qui la met assez mal à l'aise, c'est qu'elle est très naïve. Elle pense que tout est beau et rose autour d'elle. Son deuxième défaut, c'est qu'elle fait confiance à tout le monde. Une semaine avant Halloween, Alison et ses amis ont prévu de faire la tournée des maisons et d'aller ensuite à une fête d'un camarade de sa classe. Pour cette occasion, les amis sont allés faire les boutiques pour choper leurs meilleurs costumes. Alison a trouvé un costume de princesse qui est assez sexy et pour rendre le déguisement sympa pour Halloween, elle va mettre ses talents de maquillage à l'œuvre. Donc elle prend des prothèses de maquillage pour aller avec son déguisement. Après leurs achats, ses amis disent à Alison que ça va être un Halloween de malade et qu'ils vont cartonner à la fête prévue ce soir-là. Quelques jours plus tard, le jour d'Halloween. Alison se prépare, ça lui prend un certain temps mais elle trouve que les résultats est méga bien, son maquillage est super stylé. Alison et ses amis se sont donné rendez-vous chez Maddie.
Donc enfin prête, Allison décide de partir en direction de chez son amie. Quelques minutes après, Allison est arrivée chez son amie Maddie. Maddie, elle a l'habitude d'être tout le temps en retard sur tout ce qu'elle fait. Quand Allison arrive chez elle, Maddie est à moitié déguisée. Allison l'aide un peu avec son maquillage pour ne pas louper la tournée des bonbons. Quelques dizaines de minutes plus tard, tout le monde est là et prêt. Allison va de maison en maison. Elle passe de la voisine qu'elle connaît à des personnes qu'elle ne connaît pas du tout mais qui sont aux alentours de son quartier. À un moment, Allison et ses amis sonnent chez quelqu'un. Et là, un très bel homme en sort. Elle lui donne entre 22 et 27 ans. Brun, petite barbe et yeux bleus, assez grand, le type d'Allison. Là, le mec leur donne des bonbons et commence à discuter avec Allison. Il lui fait des compliments sur son costume. Ses amis y voient que le courant passe bien et décident de la laisser seule et ils lui disent qu'ils vont la retrouver à la fête. Allison se retrouve seule avec le mec sous son porche à discuter et elle apprend qu'il s'appelle Stephen, qu'il travaille dans l'entreprise de son père mais que là, il est en vacances. Qu'il a 3 frères et sœurs mais qu'ils sont dans la maison de sa grand-mère. Là, Stephen il demande à Allison s'il peut prendre une photo d'elle. Allison accepte et ils font quelques petites pauses sous le porche. Quelques minutes après ces photos, Stephen lui demande si ce serait possible qu'il fasse des photos d'elle et sa sœur. Sa sœur qui est chez sa grand-mère. Là, Allison, elle voit pas le danger et elle dit qu'elle est ok avec ça. Elle accepte et elle lui demande où vit sa grand-mère. Stephen lui répond que c'est à quelques rues d'ici et qu'ils seront là-bas dans 10-15 minutes à pied. Allison est toujours d'accord. L'homme lui dit d'attendre 2 minutes, qu'il doit ramener quelque chose à sa grand-mère en même temps et quelques minutes après, il ressort avec un sac à dos. Allison et l'homme discutent. Elle trouve que le courant passe bien et elle est super contente. Il lui parle de son travail, que ça faisait 5 ans qu'il était dans le quartier et qu'il se sentait bien. Il lui a aussi parlé de ses frères et sœurs. Ses frères s'appellent Joe et Raphaël. Et sa petite sœur s'appelle Judith. Joe a 13 ans, Raphaël 11 ans et Judith 14 ans. Quelques minutes après, ils empruntent des rues que Allison ne connaît pas du tout. Et même des ruelles plutôt sombres. Même s'il y a un peu de lumière quand même. Mais pour le moment, tout se passe relativement bien. Le mec lui dit qu'ils sont bientôt arrivés, qu'il leur reste à peu près 2 minutes de marche. Dans la rue qu'ils viennent d'emprunter, il n'y a personne. Mais Stephen, il lui dit que c'est un raccourci. Quelques mètres plus loin, l'homme lui dit qu'il a préparé un cadeau pour sa grand-mère et que là, il doit le sortir. Il fouille son sac et d'un coup, il met un chiffon sur la bouche d'Allison. Elle essaye de se débattre, mais elle se sent de plus en plus molle et elle finit par s'évanouir. Quelques temps après, Allison se réveille à l'hôpital, entourée de ses parents et de policiers. Allison comprend rien du tout à ce qui se passe et du pourquoi elle est à l'hôpital. Les parents d'Allison sont en pleurs et lui expliquent difficilement ce qui vient de se passer. Ce que ses parents vont lui dire, ça va lui glacer le sang. Apparemment, Allison était tombée sur un rabatteur de jeunes filles qui les revendait à la mafia et que la police surveillait cet homme depuis un moment et que là, ils étaient actuellement en planque devant sa maison parce qu'ils le soupçonnaient dans pas mal d'affaires, mais qu'ils avaient aucune preuve. Quand le gars a amené Allison, ils les ont suivis et quand il est passé à l'action, ils l'ont arrêté. À ce jour, cette pourriture est derrière les barreaux et Allison, elle espère qu'il y restera longtemps. Avec toute cette histoire, Allison est maintenant beaucoup moins naïve et elle fait plus attention à ce qui l'entoure. Elle a honte quand elle parle de cette histoire, de s'être fait prendre à 16 ans de cette manière-là. Et c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. Le premier point qui me choque sur cette histoire, c'est que ses potes l'ont laissé avec le mec. Ok, ils s'entendaient bien, mais visuellement, ça se voyait que c'était un adulte. Et que Allison, elle a que 16 ans. Donc c'est pas ouf de la laisser avec un mec quand même vachement plus vieux. Donc pas merci à ses potes. Et dans sa malchance, on peut dire qu'elle a eu de la chance que les policiers étaient en planque pour essayer d'attraper ce gars. Parce que sinon, on sait ce qui serait passé malheureusement. Don't you run away. Please stay. Stay with me. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Caroline. Caroline nous dit qu'elle a 16 ans au moment où cette histoire se passe. Et cette histoire se passe plus précisément le jour d'Halloween. Bon, pour bien fêter ça, Caroline, elle a rendez-vous devant son lycée avec sa meilleure amie. Elles veulent faire un petit peu la tournée des bonbons, mais surtout après, il y a une fête. Les filles se rejoignent devant le lycée et tout se passe bien. Caroline, elle nous avoue qu'elles ont des déguisements qui sont pas non plus masterclass. Mais bon, elles s'amusent et par-dessus tout, elles s'éclatent. Puisque l'ambiance d'Halloween, vous ne l'avez qu'une fois. Il faut vraiment en profiter. C'est un petit peu comme Noël. Bref, les heures passent et les deux filles décident de décaler pour aller un peu plus loin de leur quartier pour rejoindre la fête. Il fait nuit et les rues commencent petit à petit à être désertes. Mais à un moment, elles entendent quelqu'un crier. Les deux filles sursautent, se retournent, mais il y a rien en fait. Bon, les filles, elles se disent que pour l'occasion, eh bien il y a une des maisons qui est peut-être devenue une maison hantée ou un truc dans le genre. Elles reprennent la route et n'ont même pas fait 5 pas que les cris recommencent de nouveau. Cette fois-ci, elles comprennent que c'est les hurlements d'une femme. Elles se retournent et au loin, elles peuvent voir une femme qui est en train de courir. Et de ce qu'elles arrivent à voir, cette femme a l'air recouverte de sang. Et ses vêtements, ils sont complètement déchirés de partout. À ce moment-là, Caroline, elle n'arrive pas vraiment à distinguer les traits de cette femme. Mais elle a pas l'air hyper propre sur elle. Elle
elle est plutôt sale. Les deux filles se regardent et essayent de courir vers cette femme pour savoir si elle a besoin d'aide. Sauf que cette femme qui courait également a trébuché. Elle se met à hurler mais les filles ne comprennent pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Cette femme se retourne et regarde à droite à gauche comme si elle cherchait quelque chose. Elle regarde alors les filles qui commencent à s'approcher d'elle. Caroline, elle peut nous dire que son regard a l'air d'être apeuré, comme si elle avait peur de quelque chose. Enfin non, Caroline, elle en est sûre. Elle a clairement peur de quelque chose. Les deux amis essayent d'interroger la femme mais elle se remet debout et elle crie qu'elles doivent tous courir autrement il va les tuer. Les deux femmes essayent d'interroger cette femme mais elle se remet debout et elle leur crie qu'elles doivent absolument courir autrement il va les tuer aussi. Et dans la voix de cette femme, les deux amis ont pu entendre le désespoir, la souffrance et le dégoût. Du coup, les filles n'ont pas cherché à comprendre et elles se sont mises à courir. Et vraiment pas un petit peu, plutôt de toute leur force. Mais à un moment donné, les deux amis elles se demandent pas si tout ça c'est en fait un scénario. Peut-être une mise en scène pour un truc un petit peu plus macabre. Donc les deux femmes se sont arrêtées et elles l'ont stoppé net. À ce moment-là, les filles ne savent même pas où elles sont. En stoppant cette femme, elles lui ont dit que ça y est, maintenant elle devrait être en sécurité. Après ça, cette femme a commencé à pleurer et elle leur a dit qu'elle n'était en sécurité nulle part et qu'elle est sûre d'elle. Il va la retrouver. De toute façon, il l'a toujours retrouvée où qu'elle se cache. Elle se met alors de nouveau à pleurer. Elle leur dit qu'elle est désolée de les avoir emmenés dans cette galère avec elle et que franchement, il vaudrait mieux qu'elle parte avant qu'il ne les voie et qu'il les attrape aussi. Elle leur dit que de toute façon, pour elle, c'est déjà fini. Il a la main prise sur sa famille, ses amis et tout le reste de sa vie. De ce que les filles peuvent comprendre, cet homme est très puissant et il a de bonnes relations. Les deux filles, elles savent pas quoi dire. Elles savent pas du tout si cette femme elle leur dit la vérité ou si elle est en plein délire. Puisque bon, depuis tout à l'heure, il y a quand même personne qui les suit. Mais les faits sont là, cette femme a l'air d'être dans un état critique. Caroline dit alors à cette femme qu'elle va appeler la police. Là, la femme va lui arracher le téléphone des mains et va l'éclater au sol. Elle lui dit que non, faut surtout pas appeler la police. Puisque le gars qui la recherche, il a des contacts au sein de la police. Et que du coup, s'ils appellent des policiers, ils auront directement son signalement. Et forcément là où il se trouve. Les deux filles ne savent pas quoi faire et elles lui disent de ne surtout pas bouger d'ici. L'une des filles propose d'aller à la pharmacie un petit peu à côté histoire de lui prendre quelques médicaments. La femme, elle les regarde, elle réfléchit un petit peu et au bout d'un moment, elle hoche la tête. Mais avant que les filles ne partent, elle leur donne quand même quelques informations. Si vous voyez un homme très grand et sombre, fuyez. Ne revenez pas s'il vous plaît. Si vous voyez que je ne suis plus ici quand vous êtes revenu, ne me cherchez pas. Si vous êtes prise avec moi, vous êtes à sa merci. Et plus personne ne pourra jamais rien pour vous. D'ailleurs, je vous mets en danger. Là en ce moment même, je devrais partir. Je suis désolé les filles. Quelques secondes après, des pas ont commencé à se faire entendre dans la ruelle. Cette femme a directement entendu les bruits de pas et a poussé les filles contre un mur. Elle leur a alors fait un petit chute avec le doigt. Les filles sont maintenant cachées derrière les poubelles et cette femme leur dit « C'est lui ». Les filles restent cachées derrière leurs poubelles et peuvent entendre la voix d'un homme qui s'élève et dit « Combien de fois je dois te dire que c'est pas possible pour toi de fuir? Je te retrouverai toujours ma petite poupée. Tu es à moi. » Après ça, elles peuvent entendre la femme dire « Non, s'il vous plaît, laissez-moi. J'ai rien fait. Je promets que si vous me libérez, je dirai rien à personne. » Là, les filles peuvent entendre que cet homme va lâcher un énorme soupir. Et elles peuvent entendre que cet homme commence à s'approcher de cette femme qui sûrement essaye de reculer. Les deux amies sont toutes les deux terrifiées et elles ne savent pas quoi faire. Elles retiennent leur respiration quand elles peuvent apercevoir la silhouette d'un homme qui est très grand, habillé tout en noir. Elles peuvent vite fait apercevoir qu'il porte quelque chose dans sa main. Et en regardant un petit peu mieux, elles peuvent voir ce que c'est. Il a comme une laisse et au bout de cette laisse, il y a un collier. En voyant ça, la femme essaye de partir en courant, mais malheureusement cette ruelle c'est un cul-de-sac. L'homme arrive à la rattraper et autant vous dire que c'est plutôt violent. Les filles peuvent entendre que cette femme tombe violemment au sol. Les deux amies, elles sont totalement terrifiées qu'elles n'osent même pas essayer de regarder ce qui se passe. Elles peuvent juste entendre que cette femme essaye de dire des choses, mais la femme a l'air d'avoir pris un méchant coup étant donné qu'elle semble comme sonner. Après ça, l'homme semble porter cette femme sur ses épaules et s'en aller. Après ça, les deux filles sont restées là toute la nuit tellement elles avaient peur. Elles ont été littéralement choquées de ce qu'elles venaient de vivre. Elles n'en croient pas leurs oreilles et leurs yeux. Et surtout, maintenant, elles savent pas quoi faire de tout ça. Puisque cette femme leur a dit de ne surtout pas prévenir la police. Elles ont alors gardé le silence sur cette histoire pendant de nombreuses années. Encore aujourd'hui, elles savent pas du tout ce qui s'est passé pour cette femme cette nuit-là. À chaque fois qu'elles y repensent, Caroline et son amie, elles sont désespérées. Elles espèrent quand même que cette femme va mieux, même si elles n'ont pas pu l'aider. Et oui, j'espère de tout cœur que cette personne a pu s'en sortir. Mais de ce qu'on a pu entendre de cette histoire, je pense que malheureusement ce sera pas le cas. J'ai presque l'impression que tout ça va partir en true crime. Limite,
limite dans quelques années t'auras une vidéo concernant cette jeune femme et son agresseur qui potentiellement, vu comment elle nous l'a décrit, est un tueur en série. J'ai pas les mots clairement, ou un énorme psychopathe. Bon, ce qu'on peut clairement capter, c'est que le gars il aime dominer, surtout avec le détail du collier et de la laisse. Je vais pas vous mentir que normalement l'histoire elle est pas censée vous laisser bien. Bon, je suis désolé pour ça, c'était pas le but. J'espère quand même que t'as apprécié la vidéo, si c'est le cas, petit pouce bleu et abonnement. Bon, si jamais t'as Instagram, n'hésite pas à venir. Et si jamais tu veux plus de thread horror, je t'invite à aller voir un de ces deux là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Nandeska Ichimori desu.